on continue la série Révélation et là, on en a un bon. Là, il est costaud celui-là. Donc, Révélation 20, les chevaliers de Malte, les secrets des véritables élites messianiques qui dirigent le monde. OK? Imaginez que vous et vos amis êtes considérés comme un pays sans terre et que vous avez la possibilité de créer vos lois et votre monnaie et que ce soit reconnu par les autres pays, évidemment. Imaginez que vous et vos amis, vous avez accès à l'ONU pour discuter avec les leaders mondiaux. En arrière-plan, tranquille, vous avez accès, quoi. Eh bien, il y a un groupe de personnes qui l'ont fait et qui sont littéralement au-dessus des lois. Littéralement. Ce n'est pas l'expression « ils se croient au-dessus des lois ». Non, eux, ils le sont. OK? Les lois qui nous forcent, nous, à payer des impôts, à faire un tas de choses, à suivre la volonté de... Eux, ils ne sont pas soumis à ces lois-là. Peu importe où ils sont. Parlons un peu d'un ordre chevaleresque avec un statut très particulier. L'ordre de Malte, qui n'a plus rien à voir avec le pays de Malte, parce que c'est ça aussi le truc, c'est comment ils jouent avec les mots, tu vois. Avant de commencer, faisons une sorte de mini-résumé de ce qu'on a vu ensemble dans la série Révélation jusqu'à présent. Des choses qui vont être pertinentes pour le sujet. Donc, on a vu que l'institution catholique, et plus particulièrement l'autorité du pape, a pris le contrôle de l'humanité à travers les lois canoniques Unam Sanctam, dans lesquelles le pape a déclaré que tout ce qui existe sur la terre appartient à Dieu, et donc la gestion de tout ça, c'est à celui qui représente Dieu sur terre, donc le pape. Donc en gros, tout ce qui existe sur la terre, et au-dessus de la terre et en dessous de la terre, c'est la propriété du pape. OK? Bulle papale, voilà, croisade, pour forcer ça, okay, parce que c'est dans la même époque, hein. Croisade pour forcer tout ça. Et ensuite, 150 ans plus tard, on a Romanus Pontifex qui dit, OK, maintenant qu'on a la bulle papale depuis 150 ans, tout le monde joue le jeu, maintenant on va clamer les territoires. Et c'est le début des colonies. C'est pour ça, en fait, que les colonies, elles sont parties, c'est pour ça qu'ils parlent des... portugais, espagnol et tout ça dans des endroits de la terre où on ne comprend pas pourquoi, tu vois. Et en fait, c'est le Vatican qui a autorisé d'aller chercher la propriété du pape. Et tout ce qui n'était pas chrétien était géré comme une chose, tu vois. Et donc, l'esclavage, c'est parce que ces gens-là n'étaient pas chrétiens, donc ce n'était pas considéré comme des humains. Et c'est pour ça qu'on les traitait comme des animaux, tu vois. Donc, c'est le Vatican qui était derrière tout ça, c'est la papauté. Et ensuite, on a le Aeterni Regis qui a dit, maintenant que tout nous appartient, que on a été cherché partout et on a l'autorité, maintenant on va commencer à marquer nos animaux. OK? Et c'est là où on a entendu la première fois la phrase super chelou, naître ne suffit plus pour exister. Il te faut un acte de naissance. OK? Et donc, on a vu que tout ça, ça a été la base sur laquelle a été construite une collaboration entre l'Église et l'État. Et l'État est devenu le gestionnaire de la propriété du pape. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a une structure légale dans laquelle la loi étatique, elle est en dessous d'une autre loi qui est une forme un petit peu bizarre et qu'on verra justement un peu plus tard. Donc, on a vu toutes ces choses-là. On a vu l'importance historique du Premier et Deuxième Reich, donc le Saint-Empire romain germanique et la Prusse. Okay, on a vu l'importance d'eux et on a vu aussi leur implication avec le Vatican, comment ils ont bossé ensemble. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Tu vois, Saint-Empire, c'est parce qu'ils étaient chrétiens, mais chrétiens selon la version du Vatican, etc., etc. On a vu la façon que le Troisième Reich a été utilisé pour rendre inévitable la création du complexe militaro-industriel américain et donner naissance aux organisations internationales comme l'ONU, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, etc. OK? Ajoutons à ceci le grand nombre de fois que nous avons parlé des ordres chevaleresques et leur rôle si particulier. Ce soir, nous allons comprendre un peu plus en profondeur la véritable importance de ces derniers, de tous les ordres chevaleresques de l'époque. Ce soir, nous allons révéler des vérités occultes et tourner les projecteurs vers l'âme de la bête et découvrir des vérités surprenantes. J'étais très surpris en creusant ce sujet-là, les gars. J'étais genre, what the fuck?
On commence avec l'ordre des chevaliers de Malte. L'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, qui est le nom complet, ou l'ordre de Malte pour faire court, est une institution assez particulière. Donc déjà, elle est détachée du pays Malte et n'a rien à voir avec la Malte. Ils ont ça que de nom parce que l'ordre est passé une certaine période en Malte et ils étaient considérés de Malte, mais ça s'appelle aussi de Rhodes. Rhodes, c'est en Grèce. C'est une île grecque. C'est parce qu'ils étaient là-bas aussi. Et avant ça, ils étaient à Jérusalem. Donc, concrètement, c'est l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean. Après, Jérusalem, Rhodes et Malte, c'est les endroits par où ils sont passés, ok? Donc, ça crée actifs, ouais. C'est comme Banque fédérale qui n'a rien de fédéral, tu vois. Ils jouent un peu avec les mots. Ils sont une institution assez particulière. À leur création, ils étaient déclarés souverains par le pape qui les mettra sous son autorité, puis l'ordre deviendra totalement souverain, y compris de Unam Sanctam Romanus Pontifex et Aeterna Regis. Donc, vous vous rappelez, tout est la propriété du pape, blablabla, sauf eux. Leur création, donc, ça veut dire... leur création, est-ce que c'est quand leur création en fait? On revient, c'est 1099. C'est avant, mais justement, ils avaient une souveraineté par rapport aux chefs d'État, des États, ok, quand ils sont allés à Jérusalem, quand ils protégeaient les pèlerins et tout ça. Et ça, c'était pour qu'ils n'aient pas à obéir à l'autorité des rois locaux. Mais quand il y a eu Unam Sanctam qui a été fait, ils ont dit très bien, tout appartient au pape, sauf nous. Tu comprends? Okay. Donc ça veut dire, est-ce que vous comprenez le statut particulier qu'ils ont, les Templiers, enfin les ordres chevaleresques? Pouvoir en fait, quoi. Voilà, ils ne sont pas concernés par les lois qui touchaient toutes les autres personnes en fait. Ils ne sont juste pas concernés, les lois ne s'appliquent pas à eux, ils sont au-dessus des lois. Et ça, c'était à l'époque, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est justement ce qu'on va découvrir. Ça me rappelle pas un peu la CIA? L'ordre de Malte, littéralement, il y a plein de rumeurs qui disent que c'est eux derrière qui ont poussé la création de la CIA. Justement. Aujourd'hui encore, l'ordre souverain de Malte est considéré comme une entité souveraine, sans territoire, avec des ambassades et un statut d'observateur à l'ONU. Ils ont leur passeport, leur monnaie et ont une influence gigantesque, mais bien cachée dans la scène politique internationale. Et donc, on a parlé de Unam Sanctam et tout ça, donc le Vatican était beaucoup derrière les manipulations qui ont été faites en Occident. Et là, on voit, ils ont une ambassade qui s'appelle ambassade de l'Ordre de Malte auprès du Saint-Siège. Ok, donc elle est au Vatican, cette ambassade. Exactement. Ok. Et leur quartier général, c'est aussi à Rome, donc bref. Alors, au-delà des légendes chevaleresques et des récits héroïques, l'histoire des chevaliers de Malte est une fresque bien plus complexe et fascinante qu'il n'y paraît. Loin de la simple image d'une confrérie pieuse, vouée au service et la protection, se cache une saga tissée de pouvoir, d'intrigues, de richesses accumulées et même de mystères occultes. Parce que j'ai quelques questions, je voudrais juste... t'es pas obligé d'y répondre. Vas-y. En gros, je veux dire, est-ce que, tu dis qu'ils ont leur passeport, donc ils ont une nationalité, est-ce que tu es français et aussi membre de l'Ordre de Malte, ou est-ce que tu peux être que membre de l'Ordre de Malte? Est-ce que c'est quelque chose qui va... Est-ce que tu peux avoir un territoire? Est-ce que si tes deux parents sont de l'Ordre... Comment on le devient? Qui c'est qui a ces passeports-là? Moi, c'est tout un tas de questions qui m'intéressent, donc je ne sais pas quand est-ce que si et quand tu l'abordes. Vas-y Nico, peut-être toi tu... Leur territoire souverain, c'est seulement les bâtiments, en fait. C'est particulièrement un étage, tu sais, comme un peu une ambassade dans un autre pays. Voilà, sinon, ils n'ont pas de territoire à proprement dit. Et dis-toi que c'est un peu particulier puisque les détenteurs du passeport de l'Ordre de Malte, je crois que c'est 4 personnes. Maintenant, à l'heure actuelle. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est... Un peu plus. Ouais, peut-être un peu plus. Mais ces gens, même s'ils sont 12, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, mais c'est ça qui rend la chose un peu personne. Parce que c'est c'est le pouvoir de ces... En fait, si tu veux, ils ont un statut diplomatique. Comme ils n'ont pas de terre, tu vois les véhicules corps diplomatiques. Tu vois les avantages qu'ils ont. On leur fout la paire. On leur fait rien, quoi. Eux, ils ont ça partout dans le monde.
Ok. Bon, vas-y, je te laisse continuer. Les lois locales ne les concernent pas. Ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent du moment où ça choque pas, où ils le font discrètement, tu vois. Quand il s'agit d'eux, il n'y a pas de conséquences légales. D'accord. Ok. Alors, image bien soignée. J'ai mis un petit peu musique de fond parce que ça risque d'être long. Quel est le point en commun entre les Rothschild, les Soros, les Bill Gates et leurs semblables? Ils ont tous des fondations philanthropiques et sont considérés comme des bienfaiteurs. Plus leur philanthropie est forcée sur l'opinion publique, plus leur rôle est obscur et macabre. Voyons ce qu'on peut trouver sur l'ordre de Malte. Donc ici, pourquoi il me sort ça? Voilà. Donc là, c'est ChatGPT. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que l'ordre de Malte? Et il me dit, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, bien qu'il ne possède plus de territoire, l'ordre de Malte conserve une souveraineté reconnue internationalement, avec des ambassades dans de nombreux pays, une mission humanitaire active dans le monde entier et un statut d'observateur à l'ONU. Il reste fidèle à ces deux piliers historiques, la foi et le service des pauvres et des malades. Donc tu te dis, oh là là, mais c'est des gens bien de ça. C'est l'abbé Pierre, en fait. C'est exactement. C'est bien. Donc, Wikipédia, là, c'est encore pire. L'ordre souverain est un ordre religieux catholique et une organisation caritative internationale. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils! Dépendant du Saint-Siège en plus, tu vois. Donc, c'est l'une des organisations qui a pris ensuite ces statuts d'être. C'est aujourd'hui une organisation à vocation caritative dont les actions humanitaires sont principalement tournées vers la lutte contre la pauvreté, contre la lèpre, contre la maladie et dans les enfants, les sans-abri, les handicapés, les personnes âgées, les malades. C'est Abbé Pierre puissance 20 000 en fait. Ok? On est d'accord? Tu peux lire la fin parce que attends, la fin là, c'est quoi qui est présent dans 120 pays dans le monde? T'es où là? Alors, il est actuellement. Alors, l'ordre, par l'intermédiaire de son corps de secours mondial, Malteser International, l'ordre vient en aide aux victimes de catastrophes naturelles, d'épidémies et de guerres, et aussi ponctuellement par des missions de secourisme d'urgence lors de catastrophes naturelles ou d'aide humanitaire envers les réfugiés lors de conflits armés. Il est actuellement présent dans l'endroit. Vous voyez où ils vont, hein? Vous voyez le genre de situation dans lesquelles ils sont. C'est exactement le genre d'endroit où tu vois des grosses valises de cash circuler. On est d'accord? Voilà. Donc ça, c'est Wikipédia. Maintenant, un truc complètement... En cherchant des informations, je suis tombé sur ce gars-là, Nota Bene, je ne sais pas si vous connaissez. J'aime bien ces vidéos en général... Mais je vous laisse juste regarder un petit peu l'introduction de sa vidéo parce que je trouve ça super chelou en fait. Mes chers camarades, bien le bonjour. Avant de plonger au cœur du Moyen-Âge, je vous présente le partenaire qui sponsorise cet épisode, l'Ordre de Malte, France. L'ordre se définit lui-même comme une force au service du plus fragile. Le mec, il fait une vidéo sur l'Ordre de Malte, sponsorisé par l'Ordre de Malte. Excusez-moi, mais si ça, c'est pas de la promotion, propagande, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas ce que c'est. Hein. Et ça commence comme ça et ça continue comme ça. Salariés et bénévoles dans le monde. Donc c'est une vidéo promotionnelle. Dans le secteur de la solidarité. Comment? C'est une vidéo promotionnelle. C'est ça. Et tout le long, ils étaient super et machin et trucs et ils ont fait des bonnes choses. Au moins, il le dit, quoi. Il a le mérite d'être franc là-dessus. Au moins, il le dit, mais moi, je vais chercher des informations sur l'ordre de Malte. Je tombe sur sa vidéo, je me mets de la merde dans la tête. Ah, ça, c'est possible, oui. Voilà. Et du coup, Nota Bene, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sur ce sujet-là, moi, je ferais pas, hein. Un ordre comme ça qui vient me voir et qui me dit hey, vas-y, on te sponsorise, fais une vidéo sympa sur nous. Non, merci, allez vous faire... hein? Voilà. Donc, l'Ordre de Malte va sponsoriser des vidéos pour dorer leur image en mettant bien en avant leur côté philanthrope. Alors, pour éviter les malentendus, les gens qui travaillent dans les missions caritatives pour l'Ordre de Malte sont bien réels et leur intention n'est pas mise en question ici. Vous voyez les petits jeunes là qui sont là, des gens comme ça, okay, qui sont vraiment, eux, ils y vont par conviction qu'ils font des choses bien. Et justement, c'est une super façade pour permettre tout ce qui se passe derrière.
C'est le même principe que les ONG, que les grandes fondations. Et d'ailleurs, d'où vient tout ça? C'est l'ordre de Malte qui a inventé cette manipulation des masses où tu montres quelque chose au public et en arrière-plan, tu fais tes magouilles, en fait. Autre chose, ouais. Parce que eux, ils sont allés... Parce que pour l'instant, les magouilles de l'ordre de Malte, on n'est pas encore rentré dans le sujet. Donc, alors voilà, ok. Ok. Là, en l'occurrence, je parle des environ 11 000 personnes qui font partie de l'ordre de Malte. Ok. Je ne parle pas de tous ces gens des bénévoles qui vont dans les associations et tout ça. Ça va? Les gens qui bossent, pardon. Oh oui, ça va, un truc qui est tombé. Les gens qui bossent, il est mentionné comme des bénévoles et des employés. Donc moi, ça a retenu mon attention. Donc en fait, l'ordre de Malte a aussi une structure d'entreprise, quoi. Donc ils ont une fonction publique et les membres qui constituent cette fonction publique ne sont pas des membres de l'ordre de Malte, en fait. C'est ça que compris. Donc toi, tu dis il y a 11 000 membres. Donc 11 000 membres de l'ordre de Malte qui sont pas. Voilà. Parce que tout à l'heure, on a parlé de 4. Puis après, tu parlais de 10. Là, c'est différent faire partie de l'ordre et avoir vraiment le passeport, le statut, etc. C'est. D'accord, voilà. Ok. C'est ça. Okay. Alors, maintenant, on va ramener au feu des projecteurs quelqu'un qu'on n'a pas parlé depuis longtemps. On va parler de Ronald Bernard. OK? Oui. Quand on parle de lui, les sujets sont pas super gais, c'est vrai, ça. Avant de poursuivre, est-ce que vous vous rappelez de Ronald Bernard et de son témoignage? Il parle d'un groupe d'élite qui règne sur le milieu de la finance internationale, parce que lui, c'est un ancien financier qui a travaillé pour eux. Okay? C'est un grand financier qui a travaillé pour eux pendant des années, et il explique son expérience, comment il a été entraîné à perdre son empathie pour pouvoir gagner de l'argent, même si ça coûtait la vie à des gens. Okay? Et donc, il expliquait ça, et il expliquait qu'il existe un groupe d'élite qui règne dans ce milieu-là de la finance, qui finance entre autres le terrorisme. Hein, dans cette vidéo-là, il explique à un moment la corruption gouvernementale, médiatique, juridique, etc. Ils financent tout ça, les mecs, ce groupe d'élite, ok? Et qui commettent des crimes en toute impunité. Parce qu'à un moment donné, il parle des sacrifices d'enfants, justement. Il a été emmené, on lui a dit, si tu veux entrer chez nous, il faut que tu sacrifies un enfant et que nous, on ait une preuve que tu l'as fait. Voilà. Et c'est là où il a craqué. Et à partir de là, il s'est éloigné. Pourquoi il est encore vivant? C'est parce que même s'il parle de ça, il n'a jamais donné de nom ou de compagnie ou de quoi que ce soit, parce que c'est le contrat. Il connaît le contrat, il respecte le contrat, il est... voilà. Mais, voilà, c'est pas comme s'il avait la vie simple. Il dit qu'ils sont quelques milliers autour du monde. Okay? Là, vous avez un extrait de la vidéo, mais vous avez la version complète. Vous pouvez encore la trouver sur Internet. Elle dure à peu près 1 heure. Okay? Il dit qu'ils sont quelques milliers autour du monde et qui utilisent le chantage comme porte d'entrée dans leur groupe ou pour prendre le contrôle d'individus puissants. Ça vous rappelle quelque chose? Et justement, le chantage, c'est pour ça que quand il parle... attends, on va le trouver... hop, voilà. Allez. Là, c'est le moment difficile. Voilà, c'est là où il parle de ce qu'il a vécu, en fait, qui l'a choqué, qui l'a brisé humainement, parce qu'il a compris dans quoi il était en train d'entrer, en fait. Et là, voilà. Là, il parle de comment il a chuté psychologiquement, etc. Voilà, c'est là. Le but, il dit, c'est d'avoir tout le monde dans leur poche. C'est la marche avec le chantage. Vous devez pouvoir être soumis au chantage. Et ils le font par le biais de ses enfants. OK? Donc, on parle de ça parce que vous savez quel est un des sujets qu'on a déjà évoqué les 5 dernières années, les rituels, toutes ces choses-là, OK? Eh bien, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais comment font-ils pour faire tous ces crimes en toute impunité, tranquillement? Qui sont ces gens-là qui font des soirées dans différents pays du monde? Okay? Parce que si c'était un pays, tu te dis, OK, c'est lié aux lois des pays. Non. Comment ils font pour pouvoir faire ce genre de choses en toute impunité?
là où ils veulent. Littéralement tuer des gens. En public. Bah moi, je mets ça sur le compte du Deep State, en fait, cette infiltration qui a mis sa main partout dans le monde, et ces gens, dont genre, je sais plus qui c'est qui avait donné cette comparaison, ce sont des pourvoyeurs d'impunité, en fait. C'est ça leur fonds de commerce. Ils te donnent de l'impunité. Impunité dont après on se sert pour te faire chanter. Mais c'est-à-dire que voilà, tu vas aller 35 fois sur l'île d'Epstein, tu vas aller prendre le Lolita Express, tu vas aller faire des trucs... et pourquoi tu as cette impunité? Parce qu'une fois qu'ils tombent sous l'effet de chantage, tu es avec eux. Donc voilà, c'est la carotte et le bâton. Parce que si jamais la carotte, c'est la richesse, la célébrité, l'argent, voilà, les femmes, l'assouvissement de tes désirs les plus pervers. Ah non, mais moi je te parle pas de ça, je te parle des arrestations d'Epstein qui finissaient libérés à chaque fois. Par exemple, pourquoi ils finissaient libérés? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans la loi qui lui permettait de sortir, justement? Est-ce qu'il n'y avait pas des... Moi, je mets ça sur, on va dire, la corruption des juges. Maintenant, si jamais tu me dis que, en fait, carrément, à l'intérieur de la loi, il y a des dispositions qui font que, dans certaines circonstances, certaines personnes peuvent faire l'objet de cette impunité, bah, c'est encore plus grave, quoi. Il y a plein de cas autour du globe, des gens qui faisaient partie d'un corps diplomatique qui ont tué quelqu'un et qui n'ont pas subi les conséquences. C'est quelque chose qui existe, tu vois. Et là, on parle de tuer quelqu'un, donc tout le reste qui est en dessous, bah, ça passe aussi. Et la loi elle-même, elle est mal foutue, en fait. Elle est injuste, parce qu'elle s'applique uniquement à ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ceux qui ont du pouvoir, qu'en fait, ils peuvent la ça contourner. peut se comprendre et se justifier dans une certaine mesure que les diplomates fassent l'objet de certaines lois particulières, parce que quand tu es diplomate dans un pays ennemi, par exemple, enfin ennemi, un pays dans lequel il y a un contentieux, tu vois, on peut se servir de l'arrestation des diplomates comme une espèce de moyen de pression sur le pays. Or, pour éviter ça, on a donné un statut spécial aux diplomates. Et du coup, il y a quand même une certaine logique, mais que ce statut spécial, il a été complètement détourné pour te dire, ah bon, bah voilà, si jamais en gros on utilise cette espèce de trou dans la raquette, on peut faire l'objet d'une impunité. C'est même pas ça, c'est totale, que moi, ce que je te dis, c'est que le trou, il a été laissé exprès depuis le début pour que certains puissent rester dedans, et c'est depuis là qu'ils ont commencé à construire l'ensemble de la bête, en fait. Après, ça, c'est l'œuf ou la poule, tu vois, genre, qui est venu le premier, est-ce que ça a été détourné ou pas? Je veux dire, ok, tu viens avec cette opinion, moi, c'est possible. Alors justement, on va avancer dans l'article et on va voir tout ça. Parce que déjà, tu vois, les Templiers qui étaient souverains, enfin les ordres chevaleresques qui étaient souverains et qui devaient répondre uniquement au pape 300 ans avant Unam Sanctam, ou 200 ans avant Unam Sanctam, déjà là, tu te dis, ok, les gars, ils ont compris un petit peu le cadre légal, tu vois. Et puis après, tu as Unam Sanctam, eux, ils ne sont pas inclus dedans. Là, c'est pareil, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ni plus ni moins la même chose, hein. C'est la continuité de tout ça. Donc, il y a littéralement des gens qui sont au-dessus des lois. Et tout ceci a un rapport avec Unam Sanctam et les bulles papales qui ont transformé le pouvoir temporel, donc la royauté et la politique, en un trust des gestionnaires pour la gestion du patrimoine, du pouvoir spirituel qui était le Vatican et le pape. Okay? Donc, l'État est au service de la papauté. Mais comment sommes-nous arrivés là? Alors, parlons maintenant d'un autre aspect, c'est le messianisme comploteur. Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Vous remarquez le mot militaire dans le nom de l'ordre? Pour un ordre caritatif, etc., c'est quand même assez chelou. Pour ceux qui cherchent de leur côté, ils trouveront le lien entre ce mot et l'origine du complexe militaro-industriel, mais pour le moment, parlons du dernier point avant de plonger dans l'histoire, l'aspect messianique du complot international. Tout le monde s'accorde pour dire que ceux qui tirent les ficelles tout en haut jouent le jeu messianique, cherchant à accomplir des prophéties, etc., etc. Okay? Là, je mets cet article de Figaro qui parlait de Netanyahou. Le gars, il est à fond en mode je suis prophète, nous, c'est le peuple de lumière, eux, c'est le peuple des ténèbres, et puis on va accomplir la prophétie de machin. Comprenez? Ce gars-là, il est dedans. Cet aspect messianique est aussi expliqué à travers l'ordre de Malte. Attends, là, tu affirmes que Netanyahou, il est dans l'ordre de Malte, c'est ça que tu viens de dire?
Non, là, j'affirme la nature messianique du complot. D'accord. Global. Non, et je mets Netanyahou parce qu'il fait partie de l'État profond et il est à fond, tu vois. Il dirige quand même Israël et il est à fond, on va accomplir des prophéties, etc. Il y a des boulons qui manquent. Okay. Cet aspect messianique est aussi expliqué à travers l'ordre de Malte qui sont eux-mêmes initiés à des connaissances cachées sur la nature de la réalité et les textes anciens. N'oublions pas qu'il y avait 3 grands ordres chevaleresques qui avaient été créés pour aller fouiller dans le temple de Salomon sous couvert de mission de protection. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit de Salomon? C'est que oui, c'était un grand sage, mais le mec, il a foncé dans la magie noire et il a fini par se faire posséder par Azazel, qui est le démon de la luxure et du sexe. Et même le témoignage de la Bible le confirme parce qu'à la fin, il a eu trop de femmes et son cœur s'est éloigné de Dieu. Et Salomon, c'était un magicien. Et c'est quand on parle de Salomon qu'on lit pour la première fois le nombre 666 dans les écrits. Il est mentionné 2 fois. Pour Salomon, pour la bête. Il y a un lien entre les deux. Et où sont allés fouiller les ordres chevaleresques de l'époque? Au temple de Salomon. Ah, dans le temple de Salomon, c'est le temple de Jérusalem, celui qui a été détruit par Rome et tout ça, c'est le même temple. Ok, d'accord. Donc ça, les 3 ordres. Pardon. C'est le 2e temple, c'est ça, ouais. C'est ça, le 2e temple, d'accord. Ouais. Okay. Donc vous avez l'ordre des hospitaliers, donc qui est l'ordre de Malte aujourd'hui, hein, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'était le premier ordre qui a été créé, presque 100 ans avant les Templiers. Et l'ordre teutonique. Donc, c'est l'ordre qu'on aborde ce soir, c'est le premier des ordres. Ensuite, il y a eu l'ordre des Templiers, ensuite l'ordre teutonique. Okay? On a déjà parlé de l'ordre teutonique et leur côté on va tuer au nom du Christ et brûler des gens au nom du Christ et machin, comme quoi ils étaient complètement incohérents par rapport à leur croyance et ce qu'ils faisaient dans le vrai monde, que c'était des brutes, c'était des sauvages, c'était des gens et c'était des militaires. Okay? On a parlé si on pouvait faire une comparaison avec aujourd'hui, qui sont toutes relatives, c'est comme vous savez les armées privées, comme Wagner, comme machin, etc. Mais ça, c'était une armée privée, l'ordre teutonique, de papauté. Voilà. Alors, l'ordre teutonique, on avait parlé comme quoi, tu sais, il y avait le Premier Reich, Deuxième Reich, qui s'est construit autour de l'idéologie militaire de l'ordre teutonique, et que c'est les enseignements de l'ordre teutonique qui ont donné naissance au nazisme. Et d'ailleurs, Hitler portait la croix teutonique et on avait parlé de toutes ces choses-là. Devinez qui a filé un coup de main aux nazis pendant cette époque-là. Alors, dans un premier temps, pour monter au pouvoir, dans un deuxième temps, pour ne pas se faire arrêter quand la guerre est finie. Qui leur a filé un grand coup de main? L'ordre de Malte, en leur filant des passeports. Et en leur donnant une sorte de diplomatie, ils ont sauvé des nazis. Attends, aujourd'hui... Parce qu'on digresse, les gars. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à l'idée initiale. Donc, on a le temple de Salomon. Il y a 3 ordres de chevalerie qui sont mandatés pour aller le fouiller. J'ai cru voir vite fait sur l'écran que un des 2 premiers qui était mentionné, donc il y avait l'ordre de Malte. Le deuxième, il a été absorbé par l'ordre de Malte. C'est les Templiers, en fait. Après leur dissolution en 1307 et après, dans les années qui ont suivi, ceux qui sont restés, les Templiers, ils ont été absorbés par l'ordre de Malte. Ils ont été là-dedans. Et après, maintenant, on a l'ordre teutonique. Donc maintenant, au final, si on enlève les Templiers qui ont été absorbés, on a l'ordre de Malte et l'ordre teutonique qui existent aujourd'hui et qui sont alliés, opposés. Alors justement, techniquement, ils n'ont pas de lien. Par contre, ils existent encore. Officiellement, l'ordre teutonique, ça existe encore. Et on avait parlé de leur lien avec le nazisme et tout le symbolisme des nazis qui était directement connecté à l'ordre teutonique. Okay? Et alors, attends, autre question, parce que l'ordre justement, on va pas reparler de l'ordre teutonique, on a fait 2 épisodes dessus. Donc, je sais, je me souviens, ils étaient passionnants, c'était super intéressant. Par contre, et si juste, petit rappel, est-ce que l'ordre teutonique, ils ont aussi cette existence internationalement reconnue, avec des ambassades, des passeports, une reconnaissance à l'ONU, ou est-ce qu'ils sont en mode plus société secrète, genre on est planqué, on sait pas qui c'est?
Alors, ils sont plutôt très secrets. On ne sait pas trop. Il n'y a rien sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas, tu ne vas pas trouver la même information. Mais techniquement, il n'y a pas d'ambassade d'ordre teutonique, quoi. Voilà. Mais techniquement, ils ont toujours la souveraineté. Et en fait, eux aussi, les Teutons, ils ont aussi la souveraineté par rapport au Nam Sanctam. À l'époque, ils l'avaient. Je ne vois pas pourquoi ils la perdraient à travers le temps, tu vois. Ils l'ont eu comme les autres. C'est juste qu'ils ne sont pas reconnus comme un État, peut-être, tu vois. Et donc, on avait parlé de l'ordre teutonique en long et en large. Maintenant, on va parler de l'autre ordre qui reste avec ce statut si particulier. OK? Aux sources de l'ordre, ferveur religieuse et croisade. Dis-moi. Excuse-moi d'être chiant, mais parce que là, il descend dans le temple de Salomon, il trouve le temple de Salomon. C'est quoi le sous-entendu, en gros Le sous-entendu que j'ai déjà dit plein de fois, c'est que ces ordres chevaleresques, quand ils sont allés, déjà, ils ont été envoyés pour fouiller le temple de Salomon et non pas pour... Tout le reste, c'était une façade. Depuis le début, c'était une opération secrète, tu vois. Donc, ils ont fouillé là-dedans, ils ont trouvé des documents, des choses, l'or de Salomon, mais l'or de Salomon, attention, justement, tout le monde cherche de l'or physique. Or, l'or de Salomon, c'est la véritable valeur dans l'existence, c'est la concentration humaine, le focus humain, la conscience humaine. Donc, c'est la connaissance qu'ils ont trouvé au milieu de tout ça. Connaissance ésotérique qui permettait à Salomon de devenir un grand roi, etc., etc., connaissance elle-même, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que c'est une connaissance très ancienne, mais en fait, concrètement, ça te permet de devenir un manipulateur de masse, en fait. Ça te permet de faire des alliances avec des entités, qui deviennent tes serviteurs, et avec ça, tu peux faire ce que tu veux. La légende dit qu'ils ont mis la main sur les livres de la Kabbale, de le savoir ancestral. Et la conscience... introduction, ça veut dire avec le savoir. Donc tu vois à quel point la conscience est directement liée avec le... Donc ce qu'ils ont découvert, c'est un savoir à propos des choses. Il y a un savoir qui était une arme très très puissante. Un savoir occulte, ésotérique. Là, on revient sur les vidéos de Marc Passio, dont les élites se servent pour établir le contrôle mental sur les populations. Et le contrôle à la fois mental et matériel sur... Ok, d'accord. Moi, c'est bon, je suis à jour. Je t'invite à poursuivre, Léo. Merci. Alors, maintenant, on va parler de l'histoire de l'ordre parce que justement, on va voir des choses assez étranges. Le XIe siècle marque une période charnière où le fanatisme religieux chrétien généra une vague de haine envers les non-croyants. Des hordes de zélotes européens massacrèrent des juifs et d'autres populations en route vers la Terre Sainte. Cette ferveur, orchestrée par l'Église catholique romaine, pervertit le message chrétien original de paix, promettant le salut et le pardon des péchés à quiconque combattait les maléfiques musulmans. L'Église exploita ce pouvoir émotionnel pour lancer des croisades visant à éliminer ses opposants, s'emparer de terres et s'enrichir. Contrairement à l'image propagée, chrétiens, juifs et autres groupes avaient coexisté pacifiquement avec les souverains musulmans pendant 300 ans. L'agression vint du côté chrétien, et attention, du côté Vatican, on devrait dire. D'abord par l'Église, Vatican, du côté institution, on va dire. D'abord par l'Église byzantine, puis reprise par les catholiques. La destruction de l'Église de la Résurrection, le Saint-Sépulcre, à Jérusalem en 1009, fut un catalyseur alimentant leur ressentiment en favorisant une doctrine catholique plus radicale. La scène était prête pour la première croisade, entre 96 et 97. La destruction de l'Église par qui? Par les musulmans. Par le pouvoir musulman. Ouais. D'accord. Ok. C'est dans ce contexte que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem vit le jour, initialement une communauté religieuse bénédictine dédiée aux soins des pèlerins. Son premier grand maître fut frère Gérard. La chute de Jérusalem au main des chrétiens a accru l'importance de l'ordre. En 1113, le pape Pascal II approuva son hôpital, le plaçant directement sous le Saint-Siège, lui conférant une quasi-autonomie. Donc déjà, il commençait à avoir beaucoup d'avantages. La Terre Sainte se transforme en champ de bataille féodal. L'ordre, sous le nouveau grand maître Raymond Dupuis, adopta un rôle militaire. Donc les hospitaliers qui prenaient soin de machins de trucs sont devenus tout d'un coup des militaires. Les hospitaliers devinrent des défenseurs de la foi, rivalisant avec les Templiers.
C'est à cette époque qu'ils adoptèrent la croix à 8 pointes, ou croix de Malte, ou encore croix d'Amalfi, parce que c'est là qu'ils venaient leur mission initiale, en fait, quand ils sont partis à Jérusalem. Amalfi, c'est un endroit en Italie. Rhodes et Malte, une puissance navale et financière. Regardez maintenant comment ils commencent à construire du pouvoir. À la fin du XIIIe siècle, la dernière forteresse chrétienne en Terre Sainte tomba et l'ordre se replia en Chypre. En 1309, sous le grand maître Fuchs de Villeray, vous voyez, la France, elle est assez impliquée dans l'histoire des ordres chevaleresques. Donc, sous le grand maître Fuchs de Villeray, ils conquirent l'île de Rhodes. Île de Vin. Ah oui, pardon, excuse-moi. L'île de Rhodes, qui est en Grèce, il devint évident qu'une force navale solide serait cruciale pour la défense de l'Occident. L'ordre en construit une et se forgea une réputation pour ses prouesses navales participant à des croisades. Cette célébrité attira des riches... Je veux dire, il y a quand même une vraie question, parce que ça coûte un pognon de dingue de faire une croisade. Donc, ok, on leur donne des pouvoirs, on leur dit, bon, c'est bon, le pape, il vous donne des trucs comme ça, mais d'un coup d'un seul, ils arrivent à te construire une flotte qui est capable de rivaliser avec les plus grandes flottes de la Méditerranée. Et ça, à cette époque-là, c'était, je veux dire, le summum de la technologie. Donc la question, c'est d'où venait le pognon? Qui c'est qui paye, en fait, le pape. pour ça? L'argent fiduciaire. Ouais, donc c'est vrai que aussi. le pape, il en manque pas de... Ouais, on était déjà dans l'argent-dette. Le principe de l'argent-dette était déjà en... Non, c'est là où on entrait. C'est eux qui ont commencé ça. Voilà. C'est eux qui ont commencé ça. Voilà, ils ont émis des tickets d'autorité, par exemple, en disant ça représente tant d'or. Ils ont pu payer tous les chantiers grâce à ça. Et après, en fait, si tu veux, quand il fallait extraire l'or d'ailleurs, c'est justement pour rembourser certaines personnes qui participaient, justement, qui ont accepté. L'origine de ça, c'est les pèlerins. Ils déposaient leur or en France quand ils prenaient leur pèlerinage, par exemple. Ils déposaient leur or là-bas et les Templiers leur donnaient les chevaliers comme ça, là, un ticket en disant il a tant d'or. Il faisait tout le trajet avec le papier que seul lui pouvait encaisser. Il arrivait de l'autre côté et d'autres Templiers là-bas leur donnaient l'or, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit oh, mais attends une minute, regarde ça. Et ce genre de choses étaient dans les secrets du temple de Salomon, tu vois. C'est ça le fameux 666, c'est-à-dire c'est l'autorité. Si l'autre croit que tu as l'argent, tout va bien en fait. Tu peux dépenser tout l'argent du monde. Donc toute l'important, c'est de faire en sorte à ce que les gens croient qu'ils ont l'autorité. Tu comprends? Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu parlais de Salomon en tant que magicien et ton lien avec les Templiers et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des sources qui te disent que la création de l'argent-dette, en fait, est un acte de magie. Donc, en fait, à la base, tout ça, ça avait été théorisé dans ces livres occultes. Et c'est pas genre une analogie, une métaphore, ouais, créer de l'argent à partir de rien, c'est comme si c'était de la magie. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans ces textes occultes, on avait expliqué que pour prendre le contrôle matériel de la Terre, voilà quoi, par le principe de l'argent-dette, tu pouvais le faire. Et donc je pense que c'est ça l'or de Salomon, c'est ça. Hein. L'or de Salomon, c'est ça. Parce que c'est de l'argent, plus tu es endetté, plus tu as d'argent. Ouais, alors que nous, plus on est endetté, plus on est dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu le fais avec certaines règles... là, tu es capable de te créer une armée et de devenir le maître militaire d'une partie du monde connu, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Okay. Alors, cette célébrité qu'ils ont gagnée à cette époque attira de riches chevaliers de toute l'Europe. De plus, les hospitaliers accueillirent les restes des chevaliers templiers dissous, ainsi qu'une grande partie de leurs trésors et de leurs terres. Donc déjà qu'ils commençaient à être très riches, en plus ils reçoivent les templiers que eux-mêmes, ils étaient pétés de thunes. Ils étaient blindés, ouais. Voilà, et voilà, c'est l'ordre de Malte. Donc les templiers n'ont pas disparu. Concrètement, on est en train de vous révéler que les templiers n'ont pas disparu. Et comprenez aussi que il y a 3 différents ordres, ok? L'ordre de Malte, aujourd'hui, il y a les Templiers, qui soi-disant ils ont disparu, mais en réalité, bon, voilà. Et il y a aussi l'ordre teutonique. Et il y a aussi 3 angles dans le triangle qui enferme l'œil. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je mets ça en l'air comme ça, que celui qui a des oreilles entend. Alors, l'ordre gouverné par un grand maître frappait sa propre monnaie, créait ses propres règles et gérait l'une des forces navales les plus stratégiques et puissantes.
En 1522, les 400 navires et 200 000 hommes de Soliman le Magnifique assiégèrent Rhodes. Après 6 mois de résistance héroïque, les chevaliers se retirèrent en Sicile. Pendant plusieurs années, les chevaliers n'auraient pas de véritable terre propre jusqu'à ce qu'ils concluent un accord avec l'empereur Charles V d'Espagne. C'est important. Ils commencent à entrer copain-copain avec l'Espagne. C'est important, ça deviendra plus tard. Pour occuper les îles de Malte et Gozo. Là, ils accumulèrent richesse et prestige. En 1565, ils choquèrent le monde en défendant vaillamment les îles contre une invasion turque massive. Sous la direction du grand maître Jean Parisot de la Valette, les chevaliers de Malte devinrent les héros de la chrétienté. Donc, c'était un tout petit groupe de chevaliers qui a quand même empêché l'arrivée massive depuis le sud. Et donc, ils sont devenus des super-héros. Oui. Ouais. Donc, en fait, ils n'avaient pas nécessairement la connotation négative que, en tout cas, dans cette émission, on leur prête aujourd'hui de pouvoir occulte qui contrôle et qui est au-dessus des lois. À l'époque, ils ont eu quand même ce côté héroïque. C'est eux qui sont arrivés pour sauver le monde. Non, mais héroïque, attention. On avait des invasions. Attention. La question que je pose moi, c'est où est-ce qu'on trouve l'enseignement du Christ? Tu tourneras l'autre joue dans leur méthode. C'est vrai que... Tu verrais le Christ, toi, devant un bateau militaire, parce que ces gars-là, ils utilisent le nom du Christ pour faire leur truc. Hein. J'entends. C'est vrai que ça fait très Ancien Testament, plutôt là où c'était quand même très, très courant d'avoir des tu batailles. As tout dit. Ça fait très Ancien Testament, tu as tout dit. Ok, d'accord. C'est justement là on commence à voir les influences, parce que ces connaissances de Salomon ne prennent pas du tout en compte le Christ. Tu vois, au contraire, le Christ, c'est l'ennemi à leurs yeux. Alors, une nouvelle capitale, la Valette, fut construite et les rangs de l'ordre grossirent. Ils devinrent fabuleusement riches, tirant des revenus de plus de 140 domaines en Palestine et d'environ 19 000 manoirs en Europe. Les magnifiques bâtiments de Malte et Gozo témoignent de la grandeur et de la puissance de l'ordre. Dans leurs églises et cathédrales, ils laissèrent de magnifiques souvenirs en marbre avec des dispositifs symboliques intelligents révélant de nombreux concepts occultes. Donc alors, là, la Valette, donc cette capitale, elle était sur l'île de Malte ou... Oui, je crois. Elle y est toujours, c'est toujours la capitale de Malte. La Valette. Et c'est fait par un Français, Jean Parisot de la Valette. C'est encore une fois, c'est un grand maître français. Hein. Et justement, maintenant, on va voir la France et l'ordre de Malte. Parce que tu sais, on a eu cette histoire de Mitterrand qui en disait Templier, qui en disait machin. Il a reçu toutes les grandes croix de tous les ordres chevaleresques du monde entier, tu vois. Et donc, parce que la France, elle a été impliquée pleinement dans toutes ces histoires-là, tu vois. Est-ce que c'est à la même époque, à peu près, Rennes-le-Château et tout ça, avec ces espèces de tableaux occultes qui contenaient des secrets cachés qui se vendaient à prix d'or? Non, Rennes-le-Château, c'est plus tard, c'est vers 1900. C'est plus tard, Rennes-le-Château. Mais justement, c'est directement lié. Encore une fois, justement, Rennes-le-Château... Je suis content qu'on connecte tout ça, donc j'attends les réponses. À Rennes-le-Château, on trouve la statue d'Azazel à l'entrée. Vous vous rappelez? Azazel, c'est ce démon... Sous le bénitier, hein, c'est ça? Ah non, c'est ça. Azazel ou Asmodée, je ne sais plus. Asmodée. Je crois que c'était Asmodée de mémoire. Ouais, moi c'est pareil. Moi, c'est pas pareil, mais c'est... Bref. Alors, revenons... Est-ce qu'il y a un lien direct, parce que justement, ce qu'il a trouvé l'abbé Saunière à Rennes-le-Château, c'est des documents qui avaient directement un rapport avec les ordres chevaleresques et leurs exploits et leurs connaissances, tu vois. Alors, plusieurs grands maîtres français ont profondément marqué l'histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, devenu plus tard l'ordre de Malte. Parmi eux, Raymond Dupuy, originaire de Provence, fut le véritable organisateur de l'ordre au XIIe siècle, transformant l'hôpital de Jérusalem en une puissante institution militaire et religieuse. Donc, le mec, il débarque, ils arrêtent leur opération caritative, ils deviennent des militaires. Okay? Au XVIe siècle, Philippe Villiers de l'Isle-Adam, également français, mena l'ordre à travers l'épreuve du siège de Rhodes avant d'installer les chevaliers à Malte, leur nouveau bastion. D'autres figures majeures comme Claude de la Seigle, Jean de Valette ou Alof de Vignancourt, tous issus de la noblesse française, renforcèrent les défenses de l'île,
construisirent villes et fortifications et consolidèrent l'autorité de l'ordre en Méditerranée. La France super impliquée dedans. L'influence française ne s'est pas limitée à des titres honorifiques. Ces grands maîtres ont imprimé leur vision et leur structure politique, militaire et architecturale de l'ordre. Jean de la Valette, notamment, est resté célèbre pour sa résistance héroïque face aux Ottomans lors du grand siège de 1565 qu'on vient d'évoquer, après quoi il fit construire la Valette, capitale actuelle de Malte, etc., etc. Bref. L'apport français de l'ordre fut donc essentiel, tant sur un plan stratégique que spirituel, incarnant l'idée chevaleresque européenne au cœur de la Méditerranée. Jusqu'à là, hormis le fait qu'il n'y avait rien de chrétien dans ce qu'ils faisaient, c'était un petit peu les super-héros qui protégeaient les faibles, qui étaient pour l'Église, qui machin et trucs, etc. Donc, aux yeux du dogme qui dominait à l'époque, c'était les gentils, ok? Mais c'est là qui commence c'est là où les choses commencent à partir en couille. Tu sais, on testicule. Juste avant qu'on enchaîne, moi, la question que je me suis posée, parce que je me rappelle que la médaille de l'ordre de Malte, tu sais, c'est un truc, c'est un symbole qu'on retrouve chez plein de gens, même qui étaient genre ennemis entre eux. Genre, ouais. on va leur retrouver la médaille du côté des Français, du côté des Russes, même quand ils se font la guerre entre eux. Tu vois, je me suis posé la question, qui sont les personnes notables qui ont été décorées du coup par la médaille de l'ordre de Malte? Ce serait intéressant de voir. Ça veut dire qu'ils ont rendu service aux yeux de l'ordre de Malte. Ils ont eu un échange diplomatique. Donc oui, il y a eu un échange commercial ou un échange d'une certaine nature. Ouais, et c'est un remerciement. Et ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a des camps opposés qui reçoivent. Tu vois, et les deux. Parce que la suite de l'histoire, ça semble être que ces gens-là, en gros, ils sont bienveillants aux yeux du dogme officiel, et donc voilà, ils ont ce rôle de super-héros, les Avengers de l'époque. Et après, ils ont, semble-t-il, été infiltrés, influencés par un autre pouvoir. Alors non, c'était le bras, on va dire, armé et politique du Vatican. Ouais. Et ils étaient ensemble. Hein. Ils bossaient ensemble. Donc, et c'est pas qu'ils étaient gentils, ils servaient les intérêts du Vatican qui était en train de brûler des gens vivants parce que c'était des sorcières ou je sais pas quoi, tu vois, et tuer tous les hérétiques pour forcer leur point de vue. Donc, est-ce qu'ils étaient gentils? Autant gentils que les Américains, autant gentils que l'armée américaine aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se défendent contre les ennemis de leur empire. Donc, et de ce point de vue-là, c'est vrai que je veux dire, c'est complexe d'un point de vue moral et philosophique. Mais en gros, c'est eux qui descendaient se battre quand on avait une invasion qui arrivait et qui voilà. Ok. Donc mais maintenant, on va entrer dans les choses un peu plus piquantes parce que le vrai grand changement commence là. Le déclin et l'ère du grand maître Pinto et la création des élites. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode où on a parlé du mouvement sabbatéen après 1648 et du franquisme? C'était l'épisode 14, les architectes de la matrice. Je vous lis quelques extraits parce que si on met toutes ces choses-là, il faut qu'on les mette côte à côte pour comprendre un petit peu le contexte. Sabbatai Tzvi a proclamé être le Messie pour les Juifs en 1648. Une revendication qui a rapidement gagné en popularité. Il s'appuyait sur des interprétations kabbalistiques et se présentait comme celui qui rétablirait la souveraineté juive en terre d'Israël. Ok? L'annonce de Sabbatai Tzvi a provoqué un enthousiasme messianique dans de nombreuses communautés juives à travers l'Europe et au Moyen-Orient. Certains ont vendu leurs biens pour se préparer à une migration dans Terre Sainte. Encore une fois, là, on est en train de mettre les mains dans le sionisme politique. Pas biblique, politique. C'est-à-dire ceux qui parlent de la création d'un État d'Israël, machin. Les origines de ça, c'est Sabbatai Tzvi. Le mouvement sabbatéen a laissé une empreinte durable sur le judaïsme. Ses disciples, bien que minoritaires, et exclus par les autres communautés juives d'ailleurs, et excommuniés, ils ont persisté et ont parfois influencé d'autres mouvements, comme celui de Jacob Frank au XVIIIe siècle. Le franquisme est un mouvement religieux mystérieux et hérétique qui est né au XVIIIe siècle au sein du judaïsme sous l'influence de Jacob Frank. Regardez la date, c'est important les dates. Ce mouvement est souvent considéré comme une continuation ou une variation radicale du sabbatéisme, un courant messianique initié par Sabbatai Tzvi. Le franquisme prenait des actes de transgression volontaire, parfois sous forme de pratiques sexuelles ou autres comportements scandaleux,
comme moyen de réaliser la rédemption. Ce concept est connu sous le nom de rédemption par le péché. En 1759, bon, cependant, cette conversion était... Je me permets, là, il y a eu dans l'actualité très très récente un écho, c'était, comment il s'appelle, Akina qui avait partagé ça, vous l'avez pas vu passer, un truc qui s'est passé il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, il faut absolument que je vous trouve ça, où des autorités juives il y a des victimes qui ont témoigné devant la Knesset, comme quoi elles ont été, fait partie de rituels sexuels, tout ça à but de messianique, dans une espèce de messianisme dégénéré, quoi. Et ça, c'était il y a 2 semaines, et ça a été un témoignage de la Knesset, dont personne n'a parlé, entre parenthèses, dans les médias, si ce n'est Akina, et moi j'ai repris son et maintenant, tu comprends d'où viennent ce genre de choses. D'où viennent c'est ça, je veux dire, il y a un parallèle assez évident, quoi. Ça veut dire qu'en fait, le franquisme sabbatéen, machin, tout ça, quand bien même ils ont été excommuniés, alors, est-ce que c'est une relation de cause à effet? Mais en tout cas, on trouve dans l'actualité très récente des témoignages sur des comportements qui sont exactement similaires. Donc en fait, on va violer des femmes et des enfants au nom d'une spiritualité, d'une spiritualité et d'un mysticisme religieux, quoi. Ce qui est, bref, pas génial, quoi. Et regardez, ce qui est super intéressant avec ça, c'est que en 1759, Jacob Frog et des milliers de ses disciples se convertirent officiellement au catholicisme. Attention, catholicisme. Cependant, cette conversion était largement perçue comme stratégique. Elle visait à obtenir la protection des autorités catholiques contre les critiques juives, tout en maintenant secrètement leur identité et leurs croyances distinctes. Ce qui leur a donné le nom des crypto-juifs. Okay? Ils se faisaient passer pour des chrétiens, alors qu'ils ne restaient même pas des juifs, des franquistes, parce que c'est très différent l'un de l'autre. Parce qu'en plus, les franquistes avaient été excommuniés par les juifs. Et entre parenthèses, je veux dire, renier sa foi publiquement dans la religion, c'est quand même jamais très 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 bien vu dans les textes originaux. Sauf si ton est dit que tu peux connaître le salut par le péché, comme tu comprends. Oui, c'est exactement ça. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que c'est des valeurs qui sont complètement inversées par rapport au message original, que ce soit de Moïse ou du Christ ou des choses comme ça, quoi. Et regarde, le truc intéressant aussi du coup qui survient, c'était que le fait de pouvoir rentrer dans la subversion, rentrer au sein des sociétés, et après en fait on découvrait par la suite que c'était des juifs convertis, etc. Ça crée un sentiment dans la société que la société médiévale, espagnole, française, etc. s'est faisait par exemple dépouiller, abuser par les juifs, alors que c'était des mecs qui avaient renoncé à leur judéité. Donc ceux qui portaient le chapeau, c'était systématiquement des juifs qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on leur reprochait. C'est ça. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que Hitler, il était contre ces juifs-là, contre les crypto-juifs qui ont infiltré la société, etc., etc. Il parlait d'eux. Et qui ils ont tué par rapport à ça? Des vrais juifs qui n'avaient rien à voir avec tout ça, en fait. Pourquoi? Parce que les franquistes sabbatéens, ils sont extrêmement profondément antisémites parce qu'ils n'ont toujours pas digéré le fait qu'ils ont été excommuniés. Ils sont devenus... En fait, quand tu lis les textes du fondateur d'Israël, là, celui qui est à l'origine, Théodore Herzl, voilà, c'est un franquiste. Et ça se voit dans ces textes, la façon qu'il parle des juifs, ça ne peut pas être un juif. Sauf que ça en est un, mais c'est un franquiste. Et donc, du coup, il voit les juifs comme un parasite à éliminer. Tu vois? Et il a cette idée d'un État d'Israël qui vient de sa bataille Lévi. Tsevi, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, pour revenir à l'article, ces crypto-juifs, du grec cryptos qui veut dire caché, n'avaient aucun lien avec la religion juive. Le phénomène crypto-juif est défini comme l'adhésion secrète au judaïsme tout en professant publiquement une autre foi. Cette autre foi était le catholicisme et à des époques plus récentes, le judaïsme ou le christianisme. Donc concrètement, il vous dit que les crypto-juifs ont infiltré. Et là, les gars, on est dans les années 1700, au milieu de 1700. C'est important, les dates. Attends, juste un peu, parce que les définitions aussi sont importantes, parce qu'en fait, on a dit qu'en fait, ils n'étaient même pas juifs, puisqu'en fait, c'était des franquistes sabbatéens excommuniés.
Donc en fait, c'est des crypto-juifs, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui se font passer pour des juifs, qui se font passer pour des catholiques, alors qu'ils sont même pas juifs à la base, ils sont franquistes sabbatéens. Non, ils se font pas passer. Ils se croient eux-mêmes juifs. Ils se croient. Pour eux-mêmes, ils sont juifs. C'est comme les Rothschild. Ils sont convaincus qu'ils sont juifs. Eux-mêmes, ils se croient juifs, quand même, ils ont été excommuniés par leurs pratiques. Considère ça comme une secte juive qui a choisi ses livres particuliers pour suivre sa foi. Kabbale, ça peut être. Tu as beaucoup de livres. Ils ont choisi ces livres-là. Et le truc, c'est que ça les a amenés à un endroit où la plupart des juifs thoraïques ne les reconnaissent pas. Ne la reconnaissent pas dans la façon de vivre, dans la façon d'interagir. Parce qu'il leur disait, en gros, faites l'exact inverse de ce que vous dit la loi, en fait. Donc, si tu veux, ils sont devenus quelque part le miroir négatif de la croyance judaïque du départ, si tu veux. Des satanistes, vulgairement. Synagogue de Satan, c'est pour ça que ça s'appelle une synagogue. Donc, le terme s'appliquait historiquement aux juifs espagnols, le terme crypto-juif, aux juifs espagnols qui professaient extérieurement le catholicisme. Les premiers crypto-juifs ont peut-être même été portugais, c'est important. Après la mort de Jacob Frank, le mouvement franquiste déclina rapidement. Ses disciples se sont assimilés dans des sociétés chrétiennes où on rejoint des mouvements ésotériques. Donc, quand Frank est mort, ils ont été infiltrés tous les mouvements spirituels de l'époque. Voilà, c'est juste comme ça. Donc, voici le contexte en Espagne et au Portugal pendant l'arrivée d'un grand maître qui allait changer beaucoup de choses pour l'ordre. Nous sommes vers 1740. Donc, toutes ces choses-là au-dessus, c'est milieu 1700 qui se sont produites. Là, on est en 1740, en plein boom de franquisme. Les temps changeaient en Europe. Des mouvements se formaient en secret, le savoir se répandait et les anciennes méthodes s'effondraient. Les maisons royales s'effondraient. La base de pouvoir de l'Empire catholique était minée et, avec elle, la puissance de l'ordre lui-même. Vers la fin de leur séjour à Malte, les grands maîtres et les chevaliers devinrent quelque chose de différent, des prétendus chevaliers chevaleresques et purs de la croix. Une corruption s'installa, ou même une illumination, comme certains l'appellent. Donc, est-ce qu'ils ont été infiltrés? Je le pense. Apportant avec elle un nouveau type de chevalier de la Renaissance. L'un des derniers grands maîtres, Manuel Pinto de Fonseca, apporte avec lui des idées en dehors du credo catholique et jette le discrédit sur l'ordre. Manuel Pinto de Fonseca fut le 68e grand maître de 1741 à 1773. C'est important les dates, encore une fois. On est en plein boom, le franquisme, il est en train d'exploser. Très rapide. Et Pinto, il est portugais. Donc, il est dans la période et dans les endroits où le franquisme a explosé. Okay? Très rapidement, Pinto se mit au travail, tentant de surmonter les problèmes dont il avait hérité, principalement les coffres rapidement vidés de l'ordre. Il commença par contracter un emprunt et entreprit plusieurs campagnes de construction. Ce qui surprit tout le monde fut la façon dont il frappait de nouvelles pièces pour célébrer chaque nouvelle entreprise, perçue comme de l'arrogance. Le mec, il a mis en avant la machine à imprimer. Donc déjà là, ça attire un petit peu l'attention. Dans son zèle à devenir presque laïque, Pinto commença à créer de nouveaux titres pour ses nobles et pour lui-même. Il devint très éminente Altesse et se nomma Prince de Malte. Son prestige parmi les nobles d'Europe grandit. Les chevaliers de Malte n'étaient certainement plus de simples moines et serviteurs du pape. Pinto était politique, non religieux. Son pouvoir résidait dans son prestige et sa position. Il joua sans arrêt avec les monarques de toute l'Europe. Et en fait, nous avons ici le début de la construction de ces fameuses élites. Ce groupe d'élites que tu peux intégrer à certaines conditions. C'est lui qui a commencé à le faire en donnant des titres d'élite. L'occultisme, maintenant on passe à un autre sujet, justement, c'est, enfin pas un autre sujet, mais c'est la continuité. Maintenant que Pinto est là, regardez ce qu'il va faire. L'occultisme est le scandale de Cagliostro. La vérité est que Pinto, comme de nombreux chevaliers avant lui, ne suivait pas les règles de la convention religieuse. Il avait une fascination pour l'alchimie, ce qui était un peu interdit par le dogme. Depuis la période médiévale, de grands esprits en Europe savaient qu'il y avait plus de connaissances dans le monde que celles transmises par l'Église. Ils savaient que les fables du christianisme étaient employées par ceux au pouvoir pour maintenir et construire ce pouvoir.
Ainsi, beaucoup cherchèrent ces connaissances cachées et construisirent de grandes bibliothèques de sagesse occulte. Souvent, des sociétés et des organisations se développaient autour d'eux, comme les francs-maçons et les Rose-Croix. À la fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons étaient devenus l'un des organismes non étatiques, non religieux, non gouvernementaux les plus puissants. Pour freiner ce pouvoir, les autorités catholiques l'interdirent, mais il continua de se répandre même au sein de la sphère catholique. Donc, en gros, la maçonnerie a infiltré l'Église aussi. Les chevaliers de Malte, sous la direction du grand maître Pinto, n'étaient pas séparés de cette influence qui contribuait à la propagation du renversement des monarchies et du pouvoir religieux et à la diffusion du monde d'égalité. En gros, les francs-maçons ont débarqué, ils sont fixés comme mission d'éliminer la spiritualité et les chevaliers de Malte, eux-mêmes qui étaient un peu... D'éliminer la spiritualité et aussi d'éliminer, alors c'est mon interprétation, le pouvoir de droit divin, donc par conséquent. Ouais, et parce que quand tu veux prendre le pouvoir, si tu fais pas partie de la famille qui va bien et qui est héritière du trône, tu pourras jamais le prendre, le pouvoir. Donc moi, ce que je vois, c'est un moyen d'arriver à prendre le pouvoir absolu sur un pays en enlevant ce concept de roi, puisque maintenant, c'est le peuple qui choisit le roi. Bon, le peuple, après, on lui colle une télé ou une radio dans les oreilles, on lui fait faire des sondages et tout ça. Comme ça, maintenant, les gens qui contrôlent ces moyens-là peuvent décider c'est toi le roi ou c'est pas toi le roi. Donc, et aussi, pense sur le plan ésotérique à quel point c'est de la magie puissante. C'est-à-dire que tu retires un pays et toute sa population de sous l'autorité, enfin, officiellement divine, en promouvant le laïcisme, en enlevant le concept du droit divin, machin, etc., tu vois. Tu les éloignes de ça. Donc, c'est-à-dire que tu crées un vide spirituel. Ces vides spirituels, ensuite, tu vas le remplir par les lumières. D'accord ? Ouais. Par les lumières, par Rousseau, Voltaire, contrat social. C'est-à-dire que tu vas remplir ça de nouveaux concepts, de nouveaux égrégores. Et tu vas arriver. Après, c'est pas non plus pour faire une espèce de glorification de la monarchie. Ce que je veux dire, c'est que mon propos n'est pas de dire la monarchie c'était parfait, c'était génial, et puis après il y a les méchants francs-maçons qui sont arrivés avec la République et d'un coup c'était la merde. L'idée c'est de dire que la démocratie d'aujourd'hui elle n'est pas du tout mieux que les monarchies de l'époque. C'est une illusion. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, les chevaliers de Malte, sous la direction de maître Pinto, n'étaient pas séparés de cette... Bon, ça, on a discuté. Un homme qui contribua à la diffusion de ce mouvement et qui allait provoquer un scandale lié avec les chevaliers de Malte est connu sous le nom de comte Cagliostro. Son histoire est elle-même enveloppée de mystères. Bien que son vrai nom soit Giuseppe Balsamo, Cagliostro prétendait être né de chrétiens de noble naissance et abandonné à la naissance sur l'île de Malte, affirmation très probablement utilisée comme moyen pour accéder aux chevaliers de Malte. Cagliostro, donc un franc-maçon, Cagliostro se retrouva sur l'île de Malte, comme le confirment les registres des chevaliers. Ici, Cagliostro devint un auxiliaire de l'ordre utilisant ses compétences médicales et chimiques comme pharmacien au sein de l'hôpital. L'archiviste ultérieur du grand maître Rohan écrira que Pinto dépensa 1 million de lire pour divertir Cagliostro, une somme incroyable pour un imposteur. Donc, tu as ce mec-là qui débarque on ne sait pas où et qui est pris par le maître Pinto et qui paye très cher pour le divertir pour un poste à la con, tu vois. Les chevaliers de Malte étaient tenus par leur statut d'éviter de tels personnages peu recommandables. Et pourtant, le grand maître Pinto, la tête même de l'ordre, enfreignit cette règle avec l'un des personnages les plus infâmes du siècle. Là, il était du niveau Aleister Crowley et tout ça. La raison pour laquelle Pinto s'associait à cet étrange imposteur n'est pas entièrement connue, mais la vérité réside probablement dans la fascination de Pinto pour l'alchimie. Le grand maître Pinto fut le plus ancien de tous les grands maîtres, mourant à l'âge incroyable de 92 ans, et était parfaitement lucide jusqu'à la fin. Cagliostro disait pouvoir préparer un élixir de vie qui, selon certaines rumeurs, était à l'origine de la longue vie de Pinto. Donc là, on revient sur des sujets complotistes, on va dire. Voilà. L'élixir de vie, je pense que vous voyez de quoi il s'agit, non? Ouais, au coup, ne le mentionnons pas, histoire de pas se faire sortir la vidéo, mais oui. Mais ce qui est important, c'est un symbole qui apparaît toujours dans le travail des alchimistes et des mystiques, est celui du serpent. À Malte, ce symbole se trouve sur presque tous les bâtiments religieux. Cagliostro lui-même s'identifiait à ce symbole.
connu sous le nom de sceau de Cagliostro. C'est lui. Un serpent avec une pomme dans la bouche qui est transpercé par... Il y a quand même un petit côté Rasputin dans ce Cagliostro, non? Un type qui fascine par sa connaissance occulte, on va dire les Alors, il existe une explication simple, c'est que Maître Pinto, il était à la hauteur de son prédécesseur. Enfin, il a suivi les conseils de Salomon et il baisait à gauche à droite et il a eu plusieurs enfants non officiels. Et un de ses enfants était justement Cagliostro. Ouais. Donc ça, c'est une des théories qui circule pour savoir qui c'est. Et qui est la seule qui pourrait expliquer pourquoi ce gars-là, il a investi autant d'argent pour quelqu'un qui avait des connaissances que Maître Pinto pouvait avoir autrement, tu vois. Et lui donner tout ce prestige. Ce que je veux dire, c'est que des fois, quand il s'agit de relations humaines, le pouvoir de la séduction fait faire des choses qui vont bien au-delà de la rationalité, de la logique. Je sais pas, je pense à Christine de Bettencourt où à un moment donné, il y a un type qui arrive et il commence à lui raconter ce qu'elle veut savoir. Et d'un coup, la dame la plus forte, la plus puissante, fortunée du monde va donner... Ouais, Liliane de Bettencourt. J'ai dit quoi, Christine? Liliane Bettencourt. Bon, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire cette notion de... La théorie que tu proposes tient la route. Après, il y en a d'autres qui pourraient expliquer un petit peu la même chose, comme l'influence et le magnétisme que peuvent exercer certaines personnes par leur charisme naturel. Ouais, je sais pas, mais il y a Thierry qui vient de faire une remarque très juste. Partage l'écran, Thierry. Ouais, ce symbole. Vous savez d'où il vient. C'est quoi? C'est les deux... Oui. Ah, d'accord. Ah non, j'avais vu une version où les deux traits du dollar, ce serait les deux piliers là des francs-macs là. C'est quoi? C'est Joachim et Boaz. Ouais. Ah, je sais pas, mais en tout cas, oui, en effet, le signe du dollar. Qui était appelé le sceau de Cagliostro, qui représentait un serpent, une pomme dans la bouche, empalée d'une flèche. Bien que le symbole ait des éléments alchimiques évidents, Eliphas Lévi a déclaré qu'il contenait les noms Asharat et Altoas, deux noms associés à Cagliostro et représentant le grand secret et le grande œuvre de l'alchimie, l'équilibre universel. Bon. Maintenant, donc ça veut dire que tu as Maître Pinto qui vient avec ses valeurs morales qui sont assez discutables, qui se met à faire de l'occultisme, qui se met à faire de la magie noire, qui se met à faire des trucs super chelous, qui se met à créer des élites et à donner des titres, genre toi t'es le chef de machin, toi t'es l'émirat de j'en sais rien, tu vois, et à créer cette espèce d'élite à laquelle on pouvait accéder à certaines conditions, j'imagine. Et il devient pote avec Cagliostro, que lui, il vient carrément en mode Aleister Crowley, il parle d'élixir de vie, il parle des choses cheloues et tout ça. Maintenant, on parle de la diffusion des sociétés secrètes et de la survie de l'ordre. On est donc loin de l'origine de l'ordre qui était là pour prendre soin des gens. On est très loin maintenant. Là, ils sont carrément dans les orgies, dans la magie noire, etc. La diffusion des sociétés secrètes et la survie de l'ordre. Utilisant ses nouveaux amis haut placés, Cagliostro se rendit à Rome, Londres, en Russie, en Allemagne et en France, où il contribua à répandre son rite égyptien de la franc-maçonnerie, rencontrant de grands hommes comme Benjamin Franklin. L'ancienne connaissance de l'équilibre et de la découverte de soi du Dieu intérieur fut un message qui retrouva son écho parmi les grands penseurs du monde, menant à ce qui fut appelé la vie éternelle et le véritable élixir de vie. Finalement, Cagliostro se rendit à Rome où il fut pris en flagrant délit par des espions de l'Inquisition et condamné à mort, peine commuée plus tard en prison à vie. Il mourut dans la forteresse de San Leo. Et puis en flagrant délit de quoi, en fait? J'imagine de magie ou des trucs comme ça, en fait, des choses qui étaient interdites par le dogme. Okay, le grand maître Pinto n'était pas seulement intéressé par le monde de l'occulte, il dirigeait en fait une enclave secrète de 23 esprits, des nobles spécialement choisis de toute l'Europe, dans le but de découvrir les secrets de la pierre philosophale, de comprendre la Kabbale et de maîtriser la divination.
Cagliostro fut simplement emmené pour offrir ses propres connaissances. La survie souterraine de l'ordre se poursuivra dans les rites de l'ordre, au sein des francs-maçons eux-mêmes. Des preuves de 2 voyageurs écossais, William Bard et Ian Douglas, vers 1770, montrent que le grand maître Pinto présidait ce cercle de magie, confirmant que Cagliostro recevait en fait une éducation de la part des chevaliers eux-mêmes. Donc ça veut dire, contrairement à ce qu'on croit, que la franc-maçonnerie a infiltré, en réalité, la franc-maçonnerie était elle-même infiltrés par l'ordre de Malte, en fait. Donc, en fait, ils se sont auto-infiltrés les uns les autres, quoi. Moi, je pense que toute cette histoire d'infiltration, c'est une origine, c'est encore un narratif, pour moi, derrière la franc-maçonnerie, c'est les ordres chevaleresques. Et tu trouves dedans tous leurs symboles. Mon attention dans ce que tu dis, c'est que là, c'est Cagliostro, il arrive avec son rite égyptien de la franc-maçonnerie. Et donc là, d'un coup d'un seul, alors je ne sais pas exactement ce que c'est que le rite égyptien, mais le nom en Écosse. Porte... Comment Pinto, il va en Écosse de son côté, parce que tu as aussi le rite. Et ce que je veux dire, c'est que moi, c'est le côté rite égyptien qui, du coup, porte encore des connaissances secrètes qui datent de 3-4 000 ans, à l'époque des pharaons, les pyramides et tout ça. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de continuité de savoirs qui sont retrouvés par ces gens-là, mais qui sont des savoirs qui étaient maîtrisés genre de très, très longue date, en fait, par certains, par une certaine élite, en fait. Ouais. Cette élite-là, il te dit carrément que le grand maître Pinto dirigeait une enclave secrète de 23 esprits, des nobles spécialement choisis de toute l'Europe. Donc là, tu commences à voir les élites. Tu sais, c'est comme la mouche et la merde. Tu vois, si l'argent et le pouvoir et l'autorité, c'est la merde, eux, c'est les mouches. Et ils vont être attirés par ça. Donc, si tu veux, ils ont créé un joli piège. L'ordre de Malte en disant « Ah, éminent prince de machin, mon cul sur la commode, tout ça, tout ça ». Et les autres, ils ont dit « Ah, super, des gens comme nous, vas-y, nobles, nous nobles, eux nobles ». Parce que ces gens-là, ils cherchent des personnes comme eux pour pouvoir se multiplier parce qu'ils finissent par devenir consanguins à la fin, tu sais. Parce qu'ils doivent, la noblesse doit rester avec la noblesse. Et justement, c'est comme ça que l'ordre transmet sa descendance. C'est via la descendance, en fait, physique. Et la seule façon d'entrer, c'est si tu es déjà noble. Tu vois? Et donc, du coup, ils infiltrent la noblesse de cette façon-là, tu vois. Et rappelez-vous ce qu'on a dit des Prussiens, Princes d'Orange et tout ça, comment ils infiltrent les grandes familles. Alors, maintenant, blablabla. Maintenant, on arrive à la partie qui nous intéresse. La puissance discrète dans le monde moderne. La question sur un plan purement politique doit maintenant être comment et pourquoi les chevaliers de Malte ont-ils survécu et ont-ils même obtenu le statut d'observateur permanent au sein du groupe des pays les plus puissants du monde, les Nations Unies. Observateur permanent, hein, c'est-à-dire tu ne peux pas remettre en question leur passage à l'ONU, quoi. Aujourd'hui, l'accès aux chevaliers de Malte originaux est aussi restreint à l'homme ordinaire qu'il a toujours été. Le véritable ordre reste aujourd'hui l'ordre souverain militaire de Malte et est une fraternité catholique romaine fermée, n'autorisant que ceux de naissance noble à entrer dans ses rangs les plus intimes. Les élites, vous comprenez les élites? Ils sont là. Les fameuses élites qui tirent les ficelles. Ils sont là-dedans. Et ils œuvrent pour le bien, mais le bien selon leur version. Le souverain grand maître est reconnu par les nations du monde entier comme un chef d'État doté d'une autorité religieuse avec le titre de cardinal et d'un pouvoir séculier avec le titre de prince. Donc le gars, il est à la fois chef d'État, prince et cardinal. Ok, mais alors attends, du coup, normalement, c'est une donnée publique aujourd'hui. C'est qui qui est le chef de l'ordre de Malte aujourd'hui? Ouais, tu peux le trouver. Tu ne trouves pas des infos aussi facilement, hein. Les gars, j'ai cherché, il y a vraiment, Internet ils ont passé l'aspirateur, hein. Ouais, mais le nom ce que je veux dire, c'est qui le type qui a une position officielle. On devrait. Position officielle, on a notre espion. Je l'ai. Attends, 2 secondes. Grock, le chef de l'ordre souverain de Malte, est Fra John T. Dunlap, qui occupe le titre de 81e prince et grand maître. Il a été élu en 3 mai 2023 pour un mandat de 10 ans. Ok, donc en fait, il est élu.
après avoir exercé des fonctions de lieutenant de grand parce maître. que je ne l'ai pas mis dans l'article, mais la raison pour laquelle on parle de ça, c'est que l'ordre de Malte a eu beaucoup de problèmes à partir de 2017. Okay. Mais attends, les problèmes, pourquoi ils ont eu des problèmes? Parce qu'ils soutenaient Trump. D'accord. L'ordre de Malte poussait pour Trump, alors que le pape François n'était pas très content. Et donc, on a eu ça. Attends, je l'avais mis de côté. Voilà. La blessure mortelle de la bête de laquelle elle s'est... je ne sais pas, c'est peut-être une autre interprétation. Nous sommes en le 6 février 2017. OK? Petite actu CNews. Le titre, le pape François accusé d'avoir décapité l'ordre de Malte. Les gars, je vais le lire parce que j'ai peur que ça fasse sauter la vidéo. Vas-y. Un nouvel épisode vient de s'ajouter aux tensions qui opposent depuis plusieurs semaines le pape François à l'ordre de Malte. Samedi, Rome a vu s'afficher 200 posts avec un message hostile accusant le pape d'avoir d'avoir décapité l'organisme caritatif. Attention, organisme caritatif. Ouais. Samedi, après la découverte des affiches, le pape a nommé l'un de ses plus proches collaborateurs comme délégué spécial à l'ordre de Malte. Ce dernier a pour mission le renouvellement spirituel et moral de l'ordre et son mandat durera jusqu'à l'élection du prochain grand maître, en désaveu pour son représentant alors, le cardinal Bourque, très conservateur. L'ordre de Malte devra désormais élire un nouveau grand maître dans les 3 mois. Et donc, il y a eu un autre grand maître qui est élu en 2017, qui est resté jusqu'en 2023. Et maintenant, c'est... Comment il s'appelle, le nouveau, là? Attends, 2 secondes. Delap, Fra Delap. Ouais, mais copie-colle. Une info intéressante aussi, c'est que apparemment un des récipiendaires, donc du coup un des détenteurs de Grand Croix de l'ordre de Malte, c'est Léon XIV qui a été nommé en février 2025 pour ce titre. Donc le nouveau pape avant qu'il soit pape. Ok. Alors redis-moi, j'étais sur le copier-coller là. Qu'est-ce que tu viens de dire, Nico? J'ai pas écouté. Je disais que Léon XIV, avant d'être Léon XIV, ça je le vois dans l'information Grok, il a été nommé à Grand Croix, enfin de l'ordre de Grand Croix de Malte, en fait, de l'ordre de Malte, en février 2025. Reflétant aussi les liens étroits entre l'ordre et le Saint-Siège. Mais le truc, c'est qu'en février 2025, il n'était pas encore pape, hein, puisque je me rappelle, on était en déplacement au mois d'avril. C'était au mois d'avril, c'était pendant la Pâque que le pape est décédé, qu'il y a eu le conclave, etc. Donc il a été nommé avant. Et maintenant, il est pape. Bah, voilà la gueule du gars, à quoi il ressemble, Monsieur John Machin. Alors... Au niveau péché de gourmandise, pour quelqu'un de pieux, il aime bien le chocolat, mais bon. C'est pour quelqu'un donc de pieux. Donc ça, lui, c'est que... ce type-là dont j'avais jamais entendu parler, c'est le chef actuel d'un des ordres qui, selon ce qu'on a vu aujourd'hui, serait un des ordres de l'élite qui tire les ficelles dans le monde. Exactement. Okay. Et il a la tête pour. Donc, tiens, juste, je vais lire parce que je suis très curieux, en fait. Qui est ce bonhomme? Il est un avocat canadien et le 80 de Malte depuis 2023. Il est né. Dunlap a précédemment occupé le poste de lieutenant grand maître de l'ordre à partir du 13 juin avant de devenir le premier prince souverain et grand maître sans ascendance noble ou aristocratique, comme cela a été auparavant requis. Sans ascendance noble ou aristocratique, donc c'est fini. C'est fini, c'est le premier, c'est comme avec le pape François en fait. Avant là, le Benoît XVI. Benoît XVI, ouais. Qui a démissionné. Okay, donc en fait, tu es en train de nous dire, c'est marrant parce que je lis un petit peu plus loin qu'il est allé à l'université de Nice, donc voilà, il vient de chez moi le mec. Ce que tu es en train de sous-entendre, c'est que comme certaines analyses le disent, qu'aujourd'hui, en fait, le Vatican est tombé dans la main de Trump avec ce pape américain, tout ça, on pourrait avoir peut-être les mêmes choses qui se passent au niveau des sociétés secrètes et que du coup, en fait, cette élite a été retournée et a changé de main. C'est déjà fait, c'est-à-dire le pape de Trump, c'était François.
Ok, tu comprends c'est en fait, si tu prends les méthodes, parce que je prends les méthodes des Prussiens, je prends les méthodes des Teutoniques, c'est-à-dire qu'ils utilisent les corps pour mener à bien les missions, et une fois que ces corps-là ils sont utilisés, ils les abandonnent et ils les pointent du doigt comme le méchant, l'ennemi, c'est de leur faute, et eux ils quittent et ils vont aller envahir et infiltrer les gentils, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils perpétuent, juste avant que tout le monde prenne conscience qu'ils se sont fait baiser. Bah, ils changent de camp, ils vont de l'autre côté, ils disent hey, regardez, c'est eux les méchants. Okay? Et ça, c'est une technique que les ordres chevaleresques, ça fait partie des connaissances secrètes, si tu veux. Parce qu'il y a toujours le jugement. Et ce qu'il te dit, c'est qu'au moment du jugement, okay, tu crées une société injuste, etc. Et puis quand le jugement arrive, bah, tu sais déjà ce qui sera jugé parce que c'est toi qui l'as créé. Et donc, du coup, tu mets un bouc émissaire. Et toi, tu te barres, tu te mets avec l'opposition et tu fais « Ouais, regardez, moi, je suis gentil et je suis avec les gentils, du coup, c'est moi qui dirige. » Et c'est comme ça qu'ils ont maintenu le pouvoir tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Après avoir utilisé des organisations comme les Chevaliers de l'Ordre de Malte, les Teutoniques, le Vatican et tout ça, ils sont en train de supprimer, de les pointer du doigt comme les méchants pendant que eux se posent du côté des gentils. C'est un point de vue un peu déprimant, hein, je le conçois, mais c'est pour ça que je parle d'humilité. Hein. Au début de l'émission, je parlais d'humilité parce qu'il y a vraiment des enjeux spirituels derrière. Il n'y a aucun être humain qui est capable aujourd'hui de dire « je comprends tout et je peux te dire avec précision ce qui va se passer ». Parce que ce sont des forces spirituelles à l'œuvre. La semaine dernière, on a parlé d'Enoch et de tous ces anges déchus qui tirent les ficelles. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Ce sont des principes. Et là, le principe du pouvoir constant, là, il règne. Hein. Il est devenu une grosse bête avec des dents en métal et qui dévore tout à son passage. Ce principe de pouvoir. Okay. Et donc maintenant, ils sont en train d'éliminer les traces. Ils vont détruire le Vatican, ils vont détruire les ordres chevaleresques, machin truc. Ils vont détruire tout ce qui a été utilisé pour mettre en place tout ce bordel. C'est comme ça que je le vois moi. Après, je suis peut-être parano, je suis peut-être, je sais pas. Mais revenons. Le souverain grand maître est reconnu par les nations du monde entier comme un chef d'État, un cardinal et un prince. Les gars, juste ça. Donc il a les trois pouvoirs. Il a le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir... donc il a les trois... Ok. C'est un ordre militaire. Hein. Et c'est un ordre militaire. Un ordre militaire, voilà, plan militaire, psyop, tout ça. Même s'il n'y a pas de terre à gouverner, leur terre est invisible. Les membres prêtent allégeance à leur chef comme un chef d'État royal et cette allégeance est supérieure à celle de leur pays de naissance. Ce qui répond à ta question de tout à l'heure, Rudy. Ouais. Donc, voilà, s'ils ont double nationalité, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est celle de l'ordre de Malte qui prime devant l'autre. D'accord. Les 10 cornes que, donc là, je parle justement, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et voilà, je mets ça ici. Donc, ouais, on avait une photo du mec déjà dans l'article. En fait, c'est juste le nom, je ne savais pas. La preuve de leur pouvoir se trouve juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque leur capacité à délivrer des passeports leur permit d'aider des nazis fuyant l'Europe continentale avec de fausses identités. En effet, ils ont décerné la plus haute distinction, la Grande Croix du Mérite, au général nazi Reinhard Goechlin. Certains affirment que les chevaliers ont été impliqués dans la construction de la CIA et même du Watergate. Le journaliste Carl Bernstein a affirmé que le directeur de la CIA de Ronald Reagan, William Casey, était un chevalier et donnait des informations secrètes au pape Jean-Paul II. Des Bilderberg secrètes aux francs-maçons, la CIA, au MI5, les chevaliers de Malte étaient et peuvent être retrouvés. La raison est simple. C'est parce qu'ils sont des hommes à tes souhaits. C'est parce qu'ils sont des hommes de naissance noble, sont enseignés et formés dans les plus hautes écoles et universités du monde et entrent en politique et dans des postes de pouvoir.
Pour cette raison, leurs vies sont scrutées par les amateurs de complot et sont impliqués dans presque toutes les affaires scandaleuses enregistrées. Il y a actuellement environ 11 000 chevaliers dans le monde, avec de nombreux groupes dissidents. Cet ordre, étroitement associé au pape via le monarque régnant, est également désormais membre des Nations Unies, même s'il n'a techniquement pas de nation. En définitive, l'histoire des Chevaliers de Malte, loin du mythe de pureté spirituelle, révèle un ordre ancré dans les réalités politiques et de pouvoir, né de la ferveur religieuse des croisades. Il a évolué d'une fonction hospitalière à une puissance militaire et navale redoutable, la fameuse loi maritime aussi, il faut prendre ça en compte, accumulant richesse et territoire. L'ère du grand maître Pinto marque un tournant vers la laïcité et l'ouverture aux sociétés secrètes et à l'occultisme, comme en témoigne sa relation avec Cagliostro. Aujourd'hui, bien que sans territoire physique, l'ordre souverain militaire de Malte conserve une influence discrète mais significative sur la scène internationale, avec un statut unique à l'ONU et des liens historiques avec des événements majeurs, questionnant ainsi le rôle et les motivations de cette élite héréditaire dans un monde en constante mutation. Élite héréditaire. C'est marrant comment cet ordre d'abord religieux devient lié à l'idéologie de laïcité. Tiens, juste avant, garde ton idée, je dois vous dire que à peu près la moitié vient de cette vidéo-là, à peu près la moitié. Décoder l'occulte, l'ordre de Malta, à peu près la moitié. Le reste, enfin après vérification et recherche évidemment. Donc voilà, je tiens à le préciser, c'est ici, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de mes recherches. L'autre moitié vient des recherches, parce que justement j'ai vu cette vidéo, je me dis mais comment un truc comme ça c'est possible? Vous savez, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est clairement Pépi. Enfin, c'est un ami qu'on a en commun qui m'a envoyé cette vidéo-là. Et j'ai juste halluciné quand je l'ai vue, parce que je me dis, mais comment je ne suis pas au courant de ça? Donc, c'est Yes Theory. Je ne sais pas si vous connaissez, ils sont très connus. Oui, bien sûr. Et ils sont allés justement, ils sont allés chercher cet ordre-là. À rien. Que des choses, oui, vous comprenez, machin, mais par contre, le secret dedans, il y a un moment, le mec, il va, il rencontre quelqu'un, il dit, je vais forcer mon passage chez lui, là. Chez lui, tu vois, le gars, là. Il va lui parler, regarde. Hop. Et il va lui parler, c'est quelqu'un de l'ordre, tu vois. Il a attendu devant la porte de l'ambassade et il l'a vu sortir, il est allé vers lui. Et après, il dit, le mec, il m'a rien dit, il m'a juste fait un signe de la main, je me suis dit, ce mec-là, il a du pouvoir, je sais pas ce que c'est super étrange, super chelou. Ce mec-là est bizarre, tu vois, le gars, il est traumatisé. Regarde, I could feel his energy, I'm not over-exaggerating, this he was like, and I could get, okay, I got... Il a pu sentir son énergie. Donc, vous comprenez, c'est vraiment des gens avec des profils très particuliers. Très particuliers qui se manifestent peut-être même dans leur présence, j'en sais rien, tu vois. Et donc, j'ai vu cette vidéo-là et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, je commence à chercher sur Internet. La seule vidéo que j'ai trouvée qui parlait d'une autre version que celle de l'organisation caritative, c'était celle-ci, que je vous ai montré, que j'ai utilisée comme source. Et après, pour trouver tout le reste, putain, mais qu'est-ce que c'est galère. Il n'y a rien. Ils ont tellement bien soigné leur image, il n'y a rien. Mais il ne peut pas ne rien avoir sur le premier ordre chevaleresque qui a été visiter le temple de Salomon et qui a fouillé dedans. Et qui a une importance historique, tu vois. Ça a été camouflé, cette histoire. C'est perturbant. Et pardon, Rudy, du coup, tu peux... Voilà, j'ai donné mes sources et mes recherches. Ouais, alors attends, c'est quoi que je voulais dire? Qu'en fait, cette histoire de laïcité, limite, c'est une manière de s'affranchir des valeurs morales et des impératifs moraux qui sont imposés par les religions. Et à partir du moment où tu défends la laïcité,
Je dis ça parce qu'en fait, c'est dans la continuité d'une conversation que j'ai eue avec Nico et puis une autre personne hier soir, où on parlait de laïcité. Donc en fait, voilà, j'ai toujours cette continuité dans ma tête. Et en fait, aujourd'hui, là, quand tu les perçois comme ça, tu vois clairement que l'ordre de Malte utilise la laïcité à un moment donné comme un moyen pour aller mettre le nez dans l'alchimie, l'occulte, l'ésotérique, la divination, toutes ces formes de magie qui sont pointées du doigt par l'inverse de la laïcité. Par les chrétiens. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, t'as les chrétiens, notamment le Christ dans les évangiles, te prévient contre ce genre de pratique et te dit c'est pas bien, il faut pas le faire, faut pas aller dans cette direction-là. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est ce qui a marqué dans ces textes-là. Et quand à cette époque-là, on a ces textes qui font là, tu te revendiques catholique. Ok, pour des raisons politiques qui étaient exposées à ce moment-là, quelque part, t'es quand même soumis à ces règles. Attends, mec, tu t'es revendiqué comme catholique, tu peux pas dépenser des milliards pour aller acheter des trucs de divination et des choses comme ça. Que tu fasses ça dans ton temps libre, là, de manière un peu cachée, c'est une chose. Mais là, de cet ordre-là, à prendre des Cagliostro et puis à dépenser des fortunes colossales juste parce que c'est ton alchimiste personnel et que le sujet t'intéresse, quelque part, tu pousses à la laïcité pour t'affranchir de ces normes-là et puis pouvoir quelque part faire ce que tu veux sans... Nicolas, il a très justement dit, avec la laïcité, ils ont viré Dieu de l'équation. Cela a laissé un grand vide et hop, ils se sont imposés eux-mêmes. Voilà, bien sûr. L'oligarchie. Ils ont enlevé le pouvoir... L'oligarchie qui porte le masque de la démocratie aujourd'hui. Sur le plan spirituel, c'est enlever la foi, c'est enlever le pouvoir du peuple. Tu sais que l'exemple de Salomon qui commandait aux démons, c'était le cas pour tous les humains avec le grand H. Pouvoir commander aux démons. Pouvoir commander... parce que les démons, en gros, on dit que c'est des émotions. Enfin, ils existent à travers ça, tu vois, à travers ce qu'on ressent, les désirs, les émotions. Et qu'à un moment donné, si tu enlèves aux gens la foi, tu leur enlèves l'outil de contrôle sur les démons. Et si tu leur enlèves l'outil de contrôle sur les démons, tu inverses. C'est maintenant les démons. Donc du coup, pour certains, ce sont des émotions que les gens ressentent, les désirs, etc., qui prennent possession des gens. Et regarde où on est arrivé, 250 ans plus tard, après cette histoire. On est arrivé dans un monde qui est parfaitement animé, parfaitement animé par des émotions, par des désirs et par la satisfaction de ces derniers. Et ça laisse la porte à tout type de corruption face à l'être humain. Ouais. Moi, j'ai autre chose. Merci Nico, merci Rudy. Moi, je vais ajouter un dernier détail. J'ai posé tout à l'heure la question à Grok ou à ChatGPT. Combien de fois on trouve le 666 dans la Bible? Et il me dit le nombre 666 apparaît explicitement une seule fois dans la Bible. Ah bon? Et donc, il te dit où c'est dans Apocalypse. Ce passage célèbre est donné à de nombreuses interprétations. Blablabla. À noter, il y a une autre mention proche qui apparaît dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 10-14 et 2 Chroniques 9-13, où il est dit que 666 talents d'or arrivaient chaque année à Salomon. Tout cela ne se réfère pas au nombre de la bête, mais à une quantité d'or. Oui, d'accord, mais c'est le nombre 666. Il est mentionné 2 fois. 1 pour Salomon, 2 pour la bête. Où ont été les ordres chevaleresques pour fouiller et au nom de qui? Au nom de l'Église catholique, dans le temple de Salomon. Qu'est-ce que le monde occidental aujourd'hui? C'est la descendance spirituelle du christianisme catholique. Regardez qu'est-ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, regardez leur religion principale. Et donc là, tu remarques que le christianisme a été utilisé comme pouvoir temporel pour dominer le monde et que celui qui est derrière ce pouvoir-là il a un rapport direct avec Salomon. Parce que Salomon, c'est la première fois qu'on voit le nombre 666 apparaître et le 666 talents d'or, okay, c'est, encore une fois, l'attention humaine. C'est l'humain. En fait, c'est la conscience et le subconscient humain. C'est les choses qui ont véritable valeur, c'est l'autorité. Le plus haut de tous les ors, c'est l'autorité. Et quand on dit que l'homme cherche l'argent et le pouvoir, c'est faux. Il veut l'autorité. S'il a l'autorité, il a tout le reste. Celui qui a l'autorité, il manque de rien. Voilà. Mais comment tu fais pour avoir l'autorité? Soit tu es quelqu'un d'extraordinaire que les gens te donnent leur autorité, soit tu le deviens par force.
soit tu le deviens par manipulation, en faisant croire à l'autre. Mensonge, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de clin d'œil aussi à travers la Bible, est-ce que vous faites les liens là? Est-ce que vous comprenez les liens? Salomon, temple de Salomon, 666 templiers qui trouvent des trucs dans le truc de Salomon, les chevaliers là, qui étaient avec le Vatican qui fouillaient pour lui. Et on arrive aujourd'hui à une descendance chrétienne catholique qu'on appelle Occident, ok? Et qui est censé être aussi, 666, qui a marqué les gens. La marque de la bête, c'est quoi finalement? C'est l'acte de naissance. Parce qu'une fois qu'ils ont sorti la loi Aeterna Regis, en 1500, je sais pas quoi, chaque humain avait un certificat de naissance. Et en gros, il appartenait. De ce que je comprenais, moi, la marque de la bête, à un moment donné, il y a un acte volontaire de la prendre ou de ne pas la prendre, ce qui, dans le fait de l'acte de naissance, n'est pas vraiment le cas, puisque on a un acte de naissance parce que voilà, quand on était un nourrisson, nos parents ont signé un papier qui fait que. Tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter. Tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter, qu'à un moment donné, on sera confronté au choix. Est-ce que je l'accepte? Je suis l'entité légale ou je suis l'être souverain? Tu vois, et que tout ce processus, depuis Unam Sanctam, ça a été la préparation psychologique pour que les gens tombent dans la marque de la bête. Et malheureusement, la plupart des gens pensent que la marque de la bête, c'est un tatouage ou un vaccin, tu vois. Donc, ils sont... Alors que c'est justement quelqu'un qui est marqué par la bête sur le front. C'est quoi? C'est quelqu'un qui croit que l'État va le sauver, en fait. Que l'État est son sauveur. Et quelqu'un qui est marqué à la main, c'est quelqu'un qui œuvre pour cette entité, pour cet égrégore. Celui qui est... Oui, c'est ça. Tous les militaires, ça peut être la police, ça peut être truc, parce qu'ils défendent au final un égrégore. C'est ça. Et ceux qui ont été marqués par la bête, par exemple, ils étaient pour le vaccin, pour les confinements, pour les masques, pour les trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur autorité à la bête. Et ils font ce que la bête leur dit de faire. Tu comprends? Donc, bref. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Salomon, magicien, 666 talents d'or. Plus tard, les Templiers vont fouiller dans le temple de Salomon et ils créent un système qui ressemble à celui de l'Antéchrist, qui a aussi le 666 comme la marque de la bête. C'est pas anodin tout ça. Et d'ailleurs, il y a des connexions et... ce que je veux dire, c'est que la naïveté de la réponse de ChatGPT, en tout cas, je veux dire, non, mais là, c'était 666, c'est le même chiffre, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est prendre une vision très, très... au pied de la lettre, en fait, quoi, tu vois. Oui, non, il y a pas un sens caché, il y a pas des correspondances qui se font sur des connexions de cet ordre-là, alors qu'on sait très bien que la Bible, et a fortiori la Bible dans sa langue originale, est juste uniquement composée de ces connexions, de ces rappels. La Gematria en est une, mais il y a plein d'autres manières de voir ces connexions là. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où je suis pas sûr d'avoir compris le sens, tu nous proposes une interprétation qui, je pense, se tient debout, et en tout cas qui a le mérite au moins d'exister et de pouvoir être discuté. En tout cas, il est clair qu'il y a une relation. Ce 666-là n'est pas là pour rien. Donc, Et le temple de Salomon et les ordres chevaleresques qui sont allés fouiller dans le temple de Salomon, justement. C'est... voilà. Il y a cette histoire, des cornes aussi sur la bête. Tu sais, il y a une corne qui apparaît, la dernière, et qui profère les paroles. Moi, j'ai dit ce que c'est la dernière corne. Hein. Je vous ai dit, elle supprime 3 cornes de la bête et elle les remplace. Et c'est une petite corne. Donc, du coup, la bête. Oui, mais c'est ce que je me suis dit, que c'était peut-être les 3 temples qui sont fusionnés en un ordre. Tu sais, tu as parlé des Templiers, des Hospitaliers et des. Peut-être. Je sais pas. Ça peut. Mais voilà, mais en tout cas, ils ont existence dans tout petit État, qui a des ambassades partout dans le monde, qui ont du coup tous les privilèges d'avoir un corps diplomatique, avec toutes les immunités et tout ce que ça leur implique. Donc, ils ont accès, donc, du coup, aux autorités de tous les pays du monde. Ils peuvent avoir des lieux particuliers pour organiser des rencontres diplomatiques qui peuvent se passer. Ils peuvent avoir des lieux dans les cieux. C'est ça qui est fou avec eux. C'est-à-dire que leur état, leur sol, il est dans les cieux. Ils l'emmènent avec eux. Donc, ça veut dire que peu importe le cadre légal dans lequel tu évolues, leur loi doit être respectée. Donc, imagine, les gars, nous-mêmes, on reçoit le même statut. Et moi, je vous dis, les gars, vas-y, on arrête de payer des impôts.
nous, on décide de ne plus payer des impôts parce que de toute façon, on le paye à nous-mêmes. Donc voilà, on s'en bat les couilles. On s'en fout. On le fait. Et je dis, les gars, c'est bon, on peut tuer des gens maintenant. On a un statut diplomatique, on s'en fout, on peut le faire. Est-ce que vous vous rendez compte le pouvoir qu'ils ont, ces gens-là? L'autorité qu'ils ont, ces gens-là, le fameux ordre de Salomon, l'autorité. Ils ont l'autorité et c'est pas pour rien qu'ils ont une base permanente à l'ONU. Ce que je veux dire, c'est que la base permanente à l'ONU, c'est une chose. Tu as des petits pays comme le royaume de Tonga, qui, je ne pense pas, alors que je me trompe, a un pouvoir géopolitique énorme, qui est à l'ONU. Bon, ils ont une terre, eux, là, on pourrait me rétorquer ça. Moi, ce que je vois, c'est que tout ce que vous dites là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a une partie immergée. Déjà, le fait que ces gens-là, on les laisse continuer avec un tel pouvoir et qu'il n'y a personne qui, à un moment donné, les ait balayés en disant bon, c'est bon, ces conneries, on arrête là, vous n'avez pas à avoir un statut particulier comme ça, montre qu'en fait ils ont leur puissance. Là, effectivement, même si c'est très anecdotique, le passage que tu nous as montré dans la vidéo, où ce type qui a priori, moi je la connais pas cette chaîne, mais ça a pas l'air d'être une chaîne qui va vraiment dans le spirituel ou des choses comme ça. Et donc un type comme ça te dit creuse des mystères, il est très intéressant, il fait des super vidéos, j'aime bien ce qu'il fait. Bah ok, bah je écoute une nouvelle chaîne à découvrir, mais ouais. Du coup, moi, je vois ça vraiment comme la partie de l'émergée de l'iceberg. Et en fait, la vision à 40 000 pieds de toute la situation, c'est quoi? C'est qu'il y a des connaissances qui sont transmises depuis toute éternité, en fait. Que ces connaissances, les gens qui arrivent à les maîtriser, déjà, ils sont très, très avares, ils sont extrêmement protégés, ces connaissances. Là, je lis des trucs chez les pythagoriciens. Pythagore, qui avait l'air d'être un mec bien, il te condamnait à mort si jamais, à un moment donné, tu révélais certains secrets de son enseignement. Donc, en fait, ils sont extrêmement bien gardés. Ces connaissances-là, et que ces connaissances-là, les gens qui arrivent à les comprendre, à les maîtriser, elles sont souvent déjà transmises non pas d'une manière intelligible, mais par le biais de symboles et donc par toute une espèce de connaissance à laquelle, moi par exemple, je suis assez hermétique à ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre par moi-même des symboles s'il n'y a pas quelqu'un qui vient le pointer du doigt, et que les gens qui ont accès à cette connaissance et à la compréhension de cette connaissance arrivent à avoir tous les pouvoirs à minima matériels. De l'argent, de pouvoir, de l'autorité, de l'armée, des militaires, enfin toute cette puissance-là, ils l'ont. Et ça, ce schéma se perpétue, mais depuis super longtemps. On parlait des Égyptiens. Parce qu'en fait, c'est super on peut même parler du déluge derrière. Et ce qu'il y avait avant. C'est super simple, c'est que nous avons une vision matérialiste. On nous a forcé à adopter une vision matérialiste de la réalité. C'est-à-dire, si je vois ça, je vois un téléphone. Mais dans mon esprit, je vois juste un téléphone, tu vois. Mais les anciens, ils te diraient non, ce que tu as là, c'est un moyen de communication, c'est un truc qui peut te permettre de gagner de l'argent, c'est un truc qui peut... C'est-à-dire, ils mettaient le tout, ils parlaient du tout. Ils voyaient l'invisible, en fait. Ils voyaient les forces à l'œuvre. Ils voyaient quand un humain était poussé par son âme ou s'il suivait l'âme d'un égrégore. Ils voyaient ça à l'époque. Et quand tu as les yeux pour voir ce genre de choses, quand tu comprends le monde invisible, une fois que tu le comprends et tu arrives à le connecter avec le visible, les symboles ne te posent plus aucun problème. Et la règle pour comprendre les symboles, elle est super simple. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est dans le monde matériel est aussi dans le monde invisible. En gros, les anciens séparent le monde en deux. Non pas haut et bas, gauche, droite, mais devant les yeux, derrière les yeux. Derrière les yeux. Un petit instant, j'ai une question logistique à régler, donc continuez sans moi pendant une seconde. Et donc, du coup, c'est... si on sépare le monde comme ça, les symboles s'adressent à notre part antérieure, à notre part secrète. Et si tu le vois avec les yeux matérialistes, tu ne comprends pas grand-chose. Mais le symbole lui-même porte un message, comme le cube noir. Vous connaissez le cube noir, le symbole de Saturne. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais symbole? Le cube, c'est un symbole d'un principe, quoi. Attention, le cube en soi, c'est un symbole qui pose un cadre. C'est un symbole qui pose des limites. Et c'est quelque chose qui enferme et qui protège aussi. Mais quand tu le fais noir, c'est quelque chose, limite, qui absorbe la lumière et qui l'absorbe. Et qui ne donne pas grand-chose en échange, en fait. Et ce qui est protégé, du coup, c'est ce qui est à l'intérieur.
et ça reste secret. Cette chose à l'intérieur, elle absorbe. Donc, c'est comme la chouette. Tu peux avoir une chouette, c'est un symbole positif, la chouette. Pourquoi? Parce qu'elle voit la nuit. Ah oui, ok, mais ça dépend. Parce que la chouette, c'est aussi un assassin silencieux. Donc, ça dépend. Quand tu mets, il n'y a pas... Tout dans l'existence, c'est positif, négatif. Tu vois? J'ai pas dit bien ou mal, parce que ça, c'est manger le fruit de l'arbre du bien et du mal. J'ai dit positif, négatif. Deux polarités. Donc, et pour les symboles, pour comprendre le langage des symboles, c'est très simple. Il faut que tu t'ouvres au monde invisible. Et pour ça, il faut que tu travailles ton cerveau de mathématicien et que tu acceptes des notions. Tu sais, on a parlé des maths l'autre jour. 0, enfin, x moins x égale 0. Et tu peux inverser cette équation, 0 égale x moins x. Donc, ça veut dire du 0, tu peux sortir tout ce que tu veux à condition qu'il y a la même quantité en positif et en négatif. Et le calcul et les maths ne s'effondrent pas, tu vois. Donc, là, tu as l'équation de la création. Tu peux créer ex nihilo à condition que tu le crées en deux polarités, tu vois. Et ça te donne déjà la loi sur notre réalité. Donc, le 0 en soi, ce n'est pas rien. C'est tout. Le 0 et l'infini, c'est deux faces de la même monnaie, en fait, de la même pièce. Et donc, ouais, bref. Même les chiffres, c'est des symboles. Même les chiffres, c'est des symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même les lettres, c'est des symboles, tu vois. Donc, du coup, la connaissance qu'ils ont découvert là-bas, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est une connaissance vraie. Et ce qui lui donne tout son pouvoir. Voilà, justement. C'est une connaissance sur comment faire pour utiliser des entités spirituelles en ton intérêt à toi. Et ça, c'est ce qu'il croit. Mais s'il voit ce qui s'est passé avec Salomon, finalement, ce sont ces entités spirituelles qui ont pris possession de Salomon. Ouais. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec eux. En gros, eux, ils incarnent Salomon. Et ce qui est arrivé avec le roi Salomon, c'est en train d'arriver à eux sur une échelle de temps plus importante parce que Salomon est devenu un égrégore. Bref, là, on peut tout ça pour dire qu'il y a un groupe de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont au-dessus des lois, qui ont un siège à l'ONU, qui leur chef est à la fois un prince, un chef d'État et un cardinal, qui bénéficient d'avantages diplomatiques autour du globe et qui leur donnent la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, et qui ont des liens assez particuliers. Blackwater, vous connaissez? Ouais. Il paraît que c'est la Société des mercenaires. Ouais, il paraît que ça a un rapport avec l'ordre de Malte. L'eau noire. Bon. Blackwater. BlackRock. Bon, Blackrock. Sur ce, je pense qu'on peut clore cette émission, les amis. Je vais remettre notre chère musique. Voilà. J'espère que... Est-ce que c'était intéressant, juste clôturer. Moi, c'est le genre de sujet c'est le genre de sujet qui m'intéresse le plus en ce moment, beaucoup plus que l'actualité. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends conscience de ces phénomènes-là, déjà l'actualité qu'on traite, c'est pas l'actualité premier niveau, ce que je veux dire. Mais si jamais tu te focalises sur l'actualité premier niveau, genre Jordan Bardella, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, tu te rends compte que, de l'ineptie de ces sujets-là, quoi. Quand on a ces structures de pouvoir qui sont cachées en plein jour, finalement, parce que finalement, c'est une vidéo YouTube qui t'a permis d'arriver ici. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, le message que j'en retire, outre tout ce que j'ai appris, que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il est super important de reprendre le contrôle sur quoi on décide de donner notre focus, notre attention. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour vouloir nous détruire psychologiquement, pour nous rendre fragiles, pour nous isoler, pour nous mettre dans une société où on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, tout ça. Et qu'en fait, tout ça, ça fait partie de... Voilà, toi t'appellerais ça un acte de magie noire, mais en tout cas il est super important à un moment donné de se dire ces choses-là n'ont aucune importance, donc je vais arrêter de me pourrir la tête avec ça, parce que même si vous avez remarqué qu'il y a quand même, puis je vais aller vite, mais il y a une fascination morbide qui existe où on a envie de se nourrir de choses dont on sait pertinemment que ces choses sont extrêmement néfastes pour nous. Il y a un sentiment d'autodestruction. Les films d'horreur en sont un exemple, sans la loi McDonald's, jugement là-dessus. C'est la loi McDonald's. McDonald's, on est un autre exemple. Mais ça s'applique aussi au spirituel. Ce qui est en bas est aussi en haut. Exactement. Les mauvaises choses, quand tu les consommes, elles t'attirent à en consommer plus. Plus tu manges du McDonald's, plus tu auras envie du McDonald's. Plus tu prends du sucre, plus tu auras envie de sucre. Plus tu fumes, plus tu auras envie de fumer.
Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, il y a le côté addictif qui est très vrai, mais c'est un autre phénomène que je pointe du doigt. C'est combien il y a de gens qui sont passionnés par le personnage d'Hitler et par la Troisième Reich, la Seconde et la Troisième Guerre mondiale? Pourquoi ça? Parce que c'est un extrême. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est dépeint par la culture occidentale. C'est un extrême dans le mal. Et ces extrémités, surtout ces extrémités dans le côté sombre, ont tendance à avoir un intérêt, un attrait sur beaucoup de personnes. D'ailleurs, le mal beaucoup plus que le bien. Il y a peu de gens qui ressentent cette fascination pour le Christ, en fait, tu vois. Alors, tu peux trouver ça intéressant, beau ce qu'il dit, savoir que c'est le chemin qui va t'amener vers peut-être une sérénité, une connexion avec Dieu et tout ça. Mais il n'y a pas cette fascination du genre... S'il n'y avait pas, tu sais quoi, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Quand beaucoup se posent la question, oui, mais pourquoi Dieu, il aurait fait de cette façon-là? C'est pour cette raison que tu viens de mentionner, parce que l'aspect macabre, tragique de l'histoire du Christ l'a rendu aussi intéressante pour les malades qui ont besoin de drame dans leur vie pour considérer quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, son histoire n'a pas été ignorée, elle a été transmise parce que, justement, elle réveille aussi les gens qui sont attirés par ce genre de choses. C'est pour ça que c'est une histoire universelle. Bref, en tout cas, je m'arrête de parler. J'ai trouvé ça très intéressant comme émission pour répondre à ta question. Merci pour les gens qui nous ont suivis. Je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou. Merci pour ce magnifique t-shirt. À très bientôt, les amis. J'ai envie de dire que Jean-Pierre Petit, il a dit, comme on appelait matière noire et énergie noire, les choses justes qu'on ne sait pas expliquer dans l'univers, et ben là, on a affaire en fait à l'aspect quelque chose de noir, la connaissance noire de notre monde. Et je pense que c'est une émission non seulement intéressante, mais extrêmement utile parce que amener la lumière sur ces phénomènes-là, sur ces groupes de gens-là, déjà, ça permet de mieux comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et ça permet du coup d'interagir avec elle d'une manière un tout petit peu plus consciente. Voilà, c'est pourquoi pour moi c'est fondamental. En plus, eux, vu que ça les oblige de sortir de l'ombre, ça les ça les force à bouger. Et en ça les bougeant, force à les bouger. Et quand ils bougent, on les voit. Voilà. Merci. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est encore une fois merci à tous ceux qui nous font des dons. Si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez toujours le faire dans la section soutien du site ADNM. Là, je demanderai, je ne parle pas de ça pour demander, mais c'est pour dire que, encore une fois, même si on a beaucoup moins qu'avant, je refuse de me tourner vers l'actualité, la putaclic et toutes ces choses-là, et les titres, et les dramas et le machin de trucs. Pourquoi? Parce que papa me dit que nous avons besoin de paix en ce moment. Et nous avons besoin de recul et nous avons besoin de se séparer. Donc, je ne serais pas cohérent de vous dire éloignez-vous d'Internet et de vous envoyer de quoi vous restez collé sur Internet pendant des heures. Tu vois? Donc, merci à ceux qui continuent à le faire encore. Et c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'émission, produire de la musique et avancer dans la direction de la lumière. Et on va y arriver tous ensemble. Paix et sagesse dans le cœur de tous et autour de tous. Soyez tous bénis. À bientôt.